That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, je dirais même plus, ce nouvel épisode d'une émission que nous avons créée avec mon invité Romain Rimbaud, que vous connaissez, professeur de cinéma, de philosophie, magicien, et il est aussi animateur d'une chaîne YouTube. Bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. Et on a créé cette émission qui s'appelle Mauvais Genre. Et on avait fait un premier épisode l'année dernière. Et puis, pour des raisons d'ordre de la vie, du réel, il s'est avéré qu'on s'est arrêté sur cet épisode-là avec toujours quand même l'idée de prolonger. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, nous attaquons la deuxième saison avec donc ce premier épisode. Et le choix s'est fait sur vraiment une situation très hasardeuse. Si je me souviens bien, Romain avait publié, parce qu'il faut se dire aussi que Romain, pratiquement tous les jours, tient une espèce de journal de bord sur les réseaux sociaux. Et voilà, un film, quelques lignes. Et à un moment, il parle d'un film qui s'appelle Megan is Missing de Michael Goa, en tout cas, désolé pour l'écorcheur du nom. Et il s'est avéré que ce film, je l'avais vu en 2011. Et je commence à lui parler d'une scène bien précise qui m'avait énormément marqué. Et là, on s'est dit, on va arrêter de se parler, on va continuer la conversation dans une émission sur Microciné. Et c'est pour ça que je suis donc assez content. Et avant de vous dire si le film est disponible ou non, bah, il l'est. Juste, comment vas-tu, cher ami? Comment vas-tu, Romain? Bah, écoute, ça va très bien, je suis super content. Je suis un peu malade encore, mais ça me fait du bien. C'est thérapeutique de faire ce petit échange, ça va me faire du bien. Je serai très en forme à la sortie. Donc je suis très content. Merci de ta confiance encore comme d'habitude, hein, pour continuer parce que c'est Mauvais Genre, ça y est, on l'avait commencé l'an dernier à peu près il y a 1 an quasiment, peut-être maintenant. Ouais, je pense. Oui, c'est Et ça, je c'est crois, ouais. il me semble, c'est vraiment, je suis vraiment super content qu'on reprenne ça parce que premier épisode, moi je m'étais éclaté à discuter avec toi mais comme généralement quand on se retrouve à chaque fois. Et là, c'est l'occasion et c'est un vrai plaisir pour cette découverte-là très particulière, effectivement. Oui, parce qu'il faut dire que la configuration de cette émission, c'était que Romain venait avec un film, donc je ne choisissais pas le film. Et puis parfois, il pourra y avoir des exceptions. Je sais qu'il y a eu une exception, ce sera pour le prochain épisode. Mais voilà, en tout cas, nous sommes là, nous avons envie d'alimenter cette émission autant que faire se peut. Et donc, on commence avec Megan is Missing, qui est un film de 2011, même s'il a été tourné quelques années auparavant, en 2005 ou 2006. Ouais. C'est un film qui a été fait avec un budget vraiment très, très minime. Je crois que c'est de l'ordre du 30 000 ou 35 000 $, Oui, mais je crois que c'est ça, ouais. c'est à vérifier. Ouais. Et le cinéaste est très connu dans le milieu de la profession en tant que DOP. Il a beaucoup travaillé avec certains dans des séries, dans des films, dans des clips, avec Ryan Murphy et d'autres personnes de ce type-là. Et donc, c'est un petit film qui a pu trouver un distributeur en 2011. Je l'ai découvert non pas via la VOD, je ne sais même pas si à l'époque ça existait la VOD, mais je vais être extrêmement honnête, je l'ai découvert grâce à l'algorithme hasardeux d'internet, on va dire ça comme ça. Et ça avait été vraiment, vraiment, vraiment j'avais été extrêmement étonné. Le film, par contre, aujourd'hui, il est disponible en VOD. Vous pouvez le trouver, je crois, sur Amazon Prime ou je ne sais plus quoi. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait de la VOD concernant le Ouais, film. il est sur des plateformes, effectivement, ouais. Il est sur des plateformes, il est disponible, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, ce film a eu une espèce de renaissance un moment grâce, mais ça, on va en parler aussi, grâce aux réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence. Je crois que Ouais, beaucoup oui, de TikTokers et TikTokeuses commentaient les scènes les plus effrayantes du film. Et puis, il a commencé à y avoir pas mal de vidéos qui sont sorties en disant est-ce que c'est le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, des choses de ce genre et tout. Donc, il a eu une deuxième naissance, ce film, et il est devenu peut-être cultissime, j'en sais rien, mais en tout cas, nous, on avait envie d'en parler à notre manière, c'est-à-dire en restant dans le film. Première question, toi, comment tu es tombé sur ce film-là? Alors, c'est un peu curieux parce que c'est un peu aléatoire. En fait, c'est pareil, moi, j'avais entendu parler du film il y a, une dizaine d'années peut-être, petite dizaine, vous connaissez 2011, donc ouais, peut-être en 2015-2016, j'arrive plus vraiment à poser le truc. Mais en tout cas, j'avais découvert à ce moment-là, il y avait un deuxième film, en fait, qui tournait beaucoup sur internet, sur lesquels il y avait déjà des gens qui faisaient du react à l'époque dessus,
ou qui étaient des trucs il y avait des reviews sur YouTube. Voilà, c'était un peu dans cette idée de film le plus terrifiant, trouvé un peu étrangement sur internet. C'est de Poughkeepsie Tapes aussi des frères John et Rick Doodle, il me semble, qui c'était le deuxième film, et on parlait de ces deux trucs-là, qui avaient un petit peu cette imagerie un peu étrange, c'était des found footage un peu curieux. Je sais que Poughkeepsie Tapes avait ce côté-là, où c'était vraiment l'idée, c'était de raconter l'histoire de flics qui retrouvaient donc dans l'antre d'un tueur en série les VHS qu'il avait tournés de ses meurtres. Et le film enquillait un petit peu tout ça. Et il y avait ce truc-là où ça ressemblait, le tueur était souvent masqué, et ce truc-là, et donc il y avait un truc où on voyait une sorte de tueur faire des trucs un peu fétichistes avec ses victimes. Et ça ressemblait un petit peu à des trucs globalement de l'internet de la fin des années 2000, enfin dire 2008-2009, trucs comme Chase and John, I Am Fantastic, sur des vidéos un peu virales qu'on tournait un peu creepy sur internet. Et donc les gens réagissaient à ça, ils faisaient du lien. Je pense que le film a fait beaucoup écho à cette époque-là en fait d'internet. Et quelques années plus tard, il y a eu effectivement Egan is Missing. Alors moi, je l'ai découvert à peu près la même année en termes on va dire de la petite street cred qu'ils avaient. Il y avait un petit truc qui faisait qu'il y a une petite, à un moment donné, intérêt pour ces deux petits films-là. J'ai trouvé Poughkeepsie Tapes beaucoup plus tôt, par les aléas de l'algorithme internet, si on peut dire ça aussi comme ça, parce que le film est jamais sorti. Je crois qu'il a une sortie un peu plus récemment. Il a été, je crois que c'est ESC qui l'a ressorti, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et Megan is Missing, donc je l'ai un peu oublié entre-temps. En fait, c'est un film que j'ai un peu oublié. Il y a eu ce moment-là où il y a eu ce petit engouement sur internet pour ces deux films-là, donc on va dire 2015-2016, et je l'ai oublié. Et pour le coup, quelques années plus tard, c'est par l'intermédiaire d'un tweet de ce cher Artopolis, qui en parlait de manière très élogieuse. Et je me suis dit, il faut que je le revoie. Et ce truc-là est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête 2-3 ans. Pareil, j'ai eu du mal à le trouver. Je ne l'ai pas trouvé en VD, je vais être parfaitement honnête aussi. C'est aussi les aléas de l'algorithme internet qui m'a permis de tomber dessus. Alors, j'en ai rien entendu parler, effectivement, parce que TikTok, on a refait un truc, parce que les gens se mettent à react sur les 20 dernières minutes en essayant de voir. Et bon, l'idée, c'est vraiment la mode du reacting. Il y a une trend d'un TikTok, clairement, où on reprenait le truc et on filmait les gens en train de se regarder, en train de regarder le film. Et ces 20 dernières minutes qui étaient soi-disant assez insupportables, absolument terrifiantes. Et effectivement, il a acquis un petit peu cette petite notoriété de film le plus terrifiant de ces dernières années, on va dire ça grossièrement comme ça. Et à ce moment-là, en fait, on va dire la congruence entre le tweet d'Arto et puis une vidéo que j'avais vue qui reparle de cette trend-là, je me dis, il faut absolument que je le voie, et donc j'ai trouvé. Et le visionnage a été particulièrement perturbant, je ne m'attendais pas trop à ça. Michael Hodge, je ne le connais pas du tout. Je sais qu'il avait fait il était chef-op sur un film qui, pour le coup, était produit par Ryan Murphy et par Jason Blum, qui était le remake alors c'est La ville qui redoutait le crépuscule. Il y a eu un remake, je crois, en 2011, 2012, 2013 peut-être. Et pour le coup, Michael Gold était le chef-op du film, et j'avais trouvé la photo absolument somptueuse. Donc, ce qui me paraissait très intéressant, c'est de me dire que j'ai retenu cette photographie, en fait, et que j'avais retenu Michael Gold sans le connaître véritablement. Et c'est en me renseignant après visionnage de Megan is Missing que je me suis rendu compte effectivement qu'il était le chef-op de ce remake, qui est au demeurant très intéressant et que je vous conseille d'ailleurs très très fortement. Et ça a été un choc vraiment très très puissant, à tel point que quand j'ai dû le revoir pour l'émission, quand on en a parlé par la suite, j'ai eu du mal à le revoir, c'était dur. Je trouve que finalement le film a très bien joué son rôle de jouer sur l'appréhension, parce que là, c'était pas une appréhension de quelque chose dont je ne sais pas qu'il va arriver, mais quelque chose dont je sais qu'il va arriver, et ça me terrifie. Les 20 dernières minutes sont pour moi quelque chose, certainement un des films les plus tétanisants que j'ai vus ces dernières années, en termes de violence. Alors, je sais pas si on peut d'ores et déjà en dire un petit peu plus sur la narration. Oui, On bien peut, sûr. ouais. Est-ce que Parce tu que veux déjà que je montre peut-être ah bah oui, je t'en prie, oui. un extrait qui, pour le coup, dialogue avec ce que tu voudrais dire au niveau de la narration, je pense. Oui. C'est parce que on peut montrer ce. Alors, c'est un extrait du film qui survient bah, tout au début du film. Donc, je vais vous le montrer. Le voici. Alors, il faut savoir aussi que, nous sommes écoutés sur Spotify ou sur d'autres plateformes de streaming audio. Donc je vais me permettre de repasser l'extrait et de commenter ce qu'il y a décrit. En fait, l'extrait est vient du début du film où l'on voit, Megan et son amie Amy qui sont en train de se filmer. Et elles sont en train de se filmer. Elles sont dans la chambre, je crois, de Megan. Mais Donc 2 jeunes filles qui ont 14-15 ans.
et elles sont en train de se vanner entre elles et puis à un moment, il y a, un arrêt sur image et il y a donc, des intertitres et voilà ce que ça dit exactement. Le 14 janvier 2007, Megan Stewart, 14 ans, disparaissait. 3 semaines plus tard, Amy Herman aussi. Ce film a été créé à partir des conversations téléphoniques, des fichiers informatiques, des vidéos personnelles et des informations dévoilées au public. Voilà, donc déjà, on a un cinéaste qui installe un mode opératoire narratif. Mmh. Voilà. Maintenant, je te laisse, poursuivre. Ah, alors c'est ce que tu dis est intéressant vraiment de poser cette idée de modus operandi qui est posée vraiment très clairement et qui va on y reviendra un petit peu plus tard, mais sur le travail sur le silence, sur le travail sur les arrêts sur image qui sont quand même extrêmement importants en fait. Ça il laisse énormément respirer sa narration. Et il va beaucoup je pense qu'il compte vachement là-dessus pour impacter énormément le spectateur dans cette idée. On est sur des je trouve ça intéressant parce que le film par rapport à tout finalement ce qu'internet en fait, c'est-à-dire TikTok par exemple qui le reprend, qui le revoit pour faire des choses très courtes, des formats très courts où il y a plus véritablement on prend plus son temps. On a l'idée de quelque chose qui est très surcoté avec des jump cuts toutes les 10 secondes. Là, on est sur un film très étrangement qui est finalement à l'inverse en termes de grammaire audiovisuelle de ce que l'on peut voir dans les médiums qui le récupèrent, les médias qui le récupèrent. Et je trouve ça intéressant de voir la dichotomie. Alors, c'est quelque chose, évidemment, je pense que Michael Goy n'a pas forcément anticipé, mais je trouve que le médium qui se réapproprie le film maintenant, aujourd'hui, est tout le contraire en termes de grammaire audiovisuelle, en fait. Lui laisse part au silence, lui laisse part à l'ennui, lui laisse part à l'image fixe, là où effectivement, quand pour revenir à cette idée de TikTok, c'est une image qui est tout le temps en mouvement, avec un montage extrêmement dynamique, voire peut-être trop dynamique, où on essaie que le spectateur ne s'ennuie pas en comblant le silence continuellement par des paroles. Je trouve qu'en termes de dialectique en fait de audiovisuel, c'est super intéressant en fait de se rendre compte encore une fois, du médium qui s'est réapproprié un film qui ne dialogue pas du tout de la même manière avec ses spectateurs. Et je trouve ça très, très fascinant déjà. Ça, c'est peut-être encore une fois, là, on sort un petit peu du film, on est plus dans la réappropriation du film aujourd'hui, en tous les cas dans ces quelques dernières années. Mais je trouve que c'est déjà un truc très intéressant pour montrer finalement l'actualité du film dans ce qu'il a finalement, globalement en fait, assez anachronique par rapport à l'époque qu'on vit actuellement. C'est hyper étrange, je trouve, en termes de grammaire, encore une fois, audiovisuelle. Ça traduit quelque chose, je trouve d'assez violent dans le rapport qu'on a à l'image. Mais finalement, le film ne fait que parler de ça aussi, notre rapport à l'image, mais on va y revenir aussi. Et donc c'est juste pour revenir, voilà, pour, juste contextualiser. Évidemment, on spoil évidemment à fond dans l'émission. De toute façon, le spoil, on en parlait en off, ça n'a pas vraiment de valeur en tant que tel, si on parle de ce qui est raconté ici. Donc on va suivre, le film en fait est vraiment scindé en 3 parties en fait assez claires, où on suit d'abord cette relation entre Amy et Megan avant sa disparition, puis la disparition de Megan, et là on va se retrouver toute seule avec Amy qui mène l'enquête pour essayer de retrouver Megan, et ensuite donc Amy est tellement enlevée, et la 3e partie se passe un peu, c'est les 20 dernières minutes, qui sont entre grosses guillemets en temps réel, dans lequel on se retrouve avec Amy et Megan qu'on va retrouver dans l'antre du kidnappeur. Voilà en gros comment le film se structure sur ces 3 actes, sachant que le film en fait va énormément jouer en fait avec les points de vue. Moi, c'est globalement ce qui m'a le plus fasciné dans le film, c'est la manière dont il travaille sur le point de vue et la manière dont le point de vue porté par la caméra diégétique, puisque c'est un found footage, va altérer le corps de ces héroïnes. Je trouve ça très intéressant en fait, la manière dont l'herméneutique du corps est travaillée par le biais du found footage, et je trouve ça assez fascinant, notamment dans la manière dont on en reparlera certainement tout à l'heure, mais dont, on va, tantôt être dans le regard du kidnappeur, puisqu'il y a des discussions, par webcam interposée. En réalité, pas par webcam interposée, puisque lui n'a pas de caméra, mais en tout cas, lui les regarde dans les discussions, et à ce moment-là, globalement, on va être extrêmement sexualisé. Je pense qu'à chaque fois, en fait, un jeune homme tient une caméra diégétique dans le film, elles sont sexualisées. Dès lors que c'est elles qui prennent la caméra, elles sont des enfants devant, et je trouve ça très intéressant, en fait, il y a pas ce regard pervers du réalisateur qui regarde et qui réifie le corps de ces adolescentes. Au contraire, il pose l'idée que je te pose dans le point de vue d'eux, je te regarde comment l'autre les regarde, et à partir de là, justement, c'est là que ça va créer le malaise. Parce qu'en voyant effectivement ce personnage du kidnappeur qui les regarde avec désir, avec envie, avec perversion, moi je me retrouve forcé à devoir adopter ce point de vue. Et c'est extrêmement perturbant et déstabilisant. Et puis il y a cette partie justement où il va créer une vraie scission avec ça, ou quelque chose, une vraie tension, lorsque effectivement Amy se voit offrir par son père une caméra, et donc elle tient un journal de bord, et à chaque fois qu'elle se filme et qu'elle filme Megan, ou qu'elle se filme toutes les deux, ce sont des enfants. Et je trouve que ce distinguo qu'il marque entre les points de vue, le porté, on va dire, par la caméra diégétique des hommes qui les regardent, enfin des jeunes hommes et des hommes pour le coup beaucoup plus mûrs comme le kidnappeur qui les regarde, et elles qui jouent avec la caméra, qui s'amusent et qui sont finalement des gamines en fait, parce qu'elles ont 14-15 ans et que c'est des gamines.
ça rend la chose extrêmement malaisante et ça renforce le point de vue porté par l'auteur tout en renforçant le point de vue qu'elle porte sur leur propre corps. Et je trouve ça vraiment fascinant. Mais voilà, je sais pas s'il y avait des choses sur lesquelles rebondir, mais je suis déjà peut-être un peu trop rentré dedans. Non, non, c'est parfait parce que là, on est vraiment dans des questions de cinéma et c'est juste parfait. Il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais bien, rebondir. La première, c'est je suis entièrement d'accord avec toi parce que ça nous renvoie, à 2020. C'est cette période-là où TikTok s'est emparé de ce film et a commencé à produire des moments de react. Deuxièmement, et de ce que tu dis par rapport aux différents points de vue, le fait est qu'à chaque fois qu'un homme les filme, on sent un regard sexualisé sur ces 2 adolescentes. Et puis quand c'est elles qui se filment entre elles, plutôt, on voit des enfants. Mais quand Meghan discute avec Josh, qui est donc le tueur en série, et par ordinateur, et donc elle nous regarde, et donc nous la regardons. On entend la voix de Josh, mais nous la regardons. C'est qui nous à ce moment-là? Est-ce qu'on est vraiment des spectateurs? C'est dur. C'est ça qui est hyper malaisant en fait. C'est très très dur. Je trouve qu'en plus, il y a un travail en plus sur le fait que la webcam étant située à hauteur de l'ordinateur, il y a une légère contre-plongée sur elle. Il y a une légère plongée, pardon, sur elle, ce qui crée d'emblée un rapport qui est asymétrique. En plus, elle, on le sait qu'on voit. Donc Josh voit, mais nous voyons son intimité à elle, puisque ça passe dans sa chambre. Or, elle ne voit pas de l'autre côté, donc la relation est asymétrique, puisqu'il dit que son petit frère a pété la webcam et donc il ne peut pas renvoyer d'image. Et on est dans cette posture hyper dérangeante. En plus, je pense que là, pour moi, c'est pas anodin non plus de jouer sur la plongée. C'est très justifié dans le film, hein, évidemment, mais cette plongée, elle est justifiée parce qu'elle ramène aussi à toute une dialectique de la pornographie aussi, qui est quand même pas anodine, en fait, de ce regard de l'homme porté sur une femme qui est forcément dans une position de soumission. Et je trouve tout ça, en fait, tout ce magma-là, en fait, nous met dans une posture à la fois, effectivement, euh, de voyeurs dans une certaine mesure qu'on n'aimerait pas forcément être, mais en même temps, il nous ramène à des habitudes peut-être de consommation audiovisuelle qu'on peut avoir, et il nous ramène justement, il nous renvoie vraiment à la gueule ce voyeurisme-là, un peu morbide. Il y a un truc hyper bizarre, en fait, qui se joue dans ces séquences-là de dialogue, en fait. Et puis, on s'est tous retrouvés, je pense, à un moment donné, alors, à discuter aussi de manière interposée, sans poser la question d'ailleurs de l'âge, etc. Mais on s'est tous se retrouver dans cette situation à échanger, à ne pas savoir qui on a en face. Et donc, je trouve que ça nous renvoie à cette idée aussi de ce qu'on peut raconter aussi à travers ce truc-là, à travers cet outil qui déréalise les relations interpersonnelles. Je trouve que c'est hyper malaisant parce que, encore une fois, effectivement, on n'est pas totalement assimilable au comportement de Josh, fort heureusement, mais Michael Goy arrive à choper des choses qui font nécessairement écho chez le spectateur et qui le mettent, je pense masculin en particulier, très très mal à l'aise. Et notamment justement avec nos consommations audiovisuelles, notamment dans le cadre d'internet. Et moi, ça me met encore une fois extrêmement mal à l'aise parce que je trouve qu'il touche quelque chose d'assez juste là-dedans, dans notre relation, encore une fois, déréalisée. Parce qu'il y a ce truc-là qui est important sur la déréalisation des relations, sur la réification aussi des corps à travers cette dépersonnalisation. Je trouve qu'il en joue hyper bien en fait. Ça pourrait paraître un truc, parce que les found footage comme ça, qui ont traité ce genre de truc, de relations par internet, je pense à Unfriended, que moi j'aime bien, de Evan Gabriel, c'est un film que je trouve intéressant aussi. Ah oui, il est très bien celui-là. C'est un film qui est vachement intéressant. C'est passionnant, exactement. Et je trouve que là, en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que tout paraît très simple en réalité, parce qu'il n'y a pas de truc de prime abord très inventif. En fait, il fait vraiment ce que font la plupart de ce type de found footage-là, qui joue sur des échanges par ordinateur interposés. Mais tu vois, par exemple, je pense à un film comme Searching, par exemple, où il y a beaucoup d'inventivité, on multiplie les points de vue, Là, ça reste très simple. C'est un face-à-face par webcam. De temps en temps, il y a quelques vidéos prises par téléphone lors d'une soirée au début. Il y a ce qu'a capté Amy avec sa caméra, avec son journal de bord, mais c'est très simple. Sauf je trouve qu'il arrive à utiliser cette simplicité de ce qu'est le found footage pour que nous, évidemment, on arrive à suivre très simplement l'histoire, qui n'est pas forcément une multiplication artificielle des points de vue. Pardon, il y a un point de vue supplémentaire que j'ai oublié aussi. Il y a celui de la télévision aussi, qui sont les seuls moments légèrement ironiques du film avec ce que la... Oui, on va on va y revenir. venir, ça. Ah, c'est sûr et certain. Qui est super, cette séquence-là aussi. Mais je trouve, voilà, c'est par la simplicité et cette intelligence qu'il a de connaître nos habitudes audiovisuelles et connaître nos habitudes sur Internet, connaître les codes, la grammaire d'Internet, il arrive justement à te plonger à la fois dans ce truc de
je me reconnais malheureusement dans certaines choses et en même temps, je suis, profondément mal à l'aise dans ce qui se passe parce on me force à épouser le point de vue de quelqu'un, de profondément détestable, de profondément abject et dont moi je connais en fait d'emblée. Elle en plus, ce qui est très difficile, il y a une forme d'impuissance aussi, de nous mettre dans cette posture, à la fois de spectateur, en même temps d'acteur, peut-être par ces échos que ça peut faire, un peu étranges et en même temps, d'impuissance totale parce que finalement on nous met dans cette position malgré tout d'actif par procuration dans une certaine mesure et en même temps je suis complètement impuissant face à parce que je ne peux rien y faire. Je sais qui est Josh de toute façon depuis le début et je sais que Meghan comme Amy vont se faire avoir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctabilité pardon, qui est la base du suspense, qui fonctionne hyper bien et toi tu aimerais en fait pouvoir interagir et dire: «Mais non, mais ce mec-là se fout de votre gueule et on ça va mal se terminer», mais on peut rien y faire. C'est terrible. Je trouve qu'il y a à la fois voilà, ce côté actif, passif, impuissance, tout se mélange et à la fois voyeur et c'est très, très dérangeant. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant et c'est pour ça que je parlais de TikTok des années 2020. C'est que, c'est un film quand même qui a été réalisé en 2006. Mmh. Hem, Est-ce que, Michael Goï, s'il devait refaire ce film aujourd'hui en 2025, est-ce que dans son mode opératoire narratif, il pourrait intégrer, le fait est que ces 2 jeunes filles ne soupçonneraient pas, à un moment ou à un Mmh. autre, qu'il y a un problème derrière l'écran? Je pense que ces 2 jeunes filles diraient: «Il y a un problème derrière l'écran et on va régler tout de suite ce problème-là». En 2006, c'est complètement différent. Il faut savoir que cela doit faire peut-être même pas 10 ans qu'internet est démocratisé et que les réseaux sociaux arrivent progressivement. Je sais que c'est un peu difficile, bizarre de dire ça, mais 2006, c'est pas 2025 par rapport, le rapport d'internet, les réseaux sociaux. Ça n'a absolument rien à voir. Déjà en Mmh. 2006, on disait qu'il y avait un flux d'images insoupçonné. Aujourd'hui, c'est plus un flux d'images, c'est autre chose. Mais c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment moi, ça m'intéresse vraiment d'un point de vue sociologique, cette situation-là. On sort un peu du film, mais en même temps, je ne sais pas. Parce que je crois que c'est là où le film utilise le found footage et le détourne de cette manière-là. Mmh. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que qu'une nouvelle génération, donc c'est-à-dire entre 2006 et 2020, plus de 14 ans les séparent, se réapproprie le film en disant il se passe quelque chose avec ce film-là. Ou alors, il se réapproprie le film, certes, mais est-ce qu'il ne se réapproprie pas forcément que les 22 dernières minutes, Mmh. alors que la première partie, comme tu l'as très bien dit, et qui fait que ce film est très intéressant dans son processus de narration, c'est que le film dure 89 minutes. Les 22 dernières minutes sont extrêmement violentes et d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Il y a la deuxième partie où Amy cherche Meghan et donc on a un rapport avec la télévision, il y a des reconstitutions, on est vraiment dans une forme d'enquête policière et puis il se passe quelque chose parce qu'Amy se dévoile beaucoup plus. Mais il y a surtout la première partie où c'est pas qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de l'action parce qu'on les voit dans leur, dans leur quotidien. On comprend un peu d'où vient Meghan, les problèmes de Meghan, les problèmes familiaux de Meghan. On voit aussi les problèmes d'Amy qui sont plus des problèmes de l'ordre scolaire, pas forcément au niveau de son travail scolaire, mais c'est plutôt de la relation avec les uns et les autres. Elle subit une espèce de harcèlement. Donc, toute cette partie-là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut peut-être, qui a peut-être suscité de l'intérêt en 2020. C'est plutôt les 22 dernières minutes. Ah ouais. Bref, et c'est très, très bizarre tout ça parce qu'en fait, le film fonctionne sur les 22 dernières minutes parce il faut aussi que nous ayons les 2 parties, surtout la première partie, qui est pour moi finalement la plus terrifiante et la première partie, c'est exactement si on devait faire une et après je me tais, la première Mmh. partie pour moi, c'est exactement la séquence d'avant l'assassinat de Janet Leigh par Ah Norman ouais, Bates dans totalement. Psychose. La séquence où Janet Leigh est en train de se draguer, Anthony Perkins sans qu'elle le sache avec le verre de lait dans le sens. Cette scène-là, me concernant, elle a toujours été la plus terrifiante Mmh. de toutes les scènes dans Psychose. Parce que là, je vois qu'il se passe quelque chose, qu'il s'installe quelque chose. Dans le film de Michael Gouet, nous savons qu'elles vont mourir. C'est ça le suspense. Et Mmh. donc, cette première partie nous dit elles vont mourir, hein, mais vous savez quoi? Le film n'a même pas encore commencé. Donc, c'est parti. On vous laisse avec ça. Et c'est là où je trouve que la première partie est passionnante et peut-être plus intéressante que les 3 autres si on devait les comparer. Bon, bref, je me suis un peu dispersé, mais en fait, ce dont je voulais là où je voulais revenir, c'est finalement,
il y a une base, le found footage, mais il le détourne. Et c'est ça qui peut-être rend le film encore aujourd'hui plus intéressant et qui a peut-être suscité un peu d'intérêt en 2020. Mais je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant. Tu as dit au début, je sais pas si on est dans le film ou si on est encore dedans ou si on en sort. Moi, je trouve que justement, le found footage, il l'utilise pour créer une telle porosité avec le réel qu'en réalité, quoi que l'on dise sur le film, on est toujours dedans. En fait, je trouve qu'il y a ce truc-là, en fait, où on est dans ce truc-là où ça communique finalement continuellement avec le monde qui l'entoure, avec le réel, parce qu'on est dans du found footage, parce qu'on est ancré dans quelque chose, parce que alors on crée une sorte d'illusion de pieux mensonge cinématographique où on raconte une histoire qui effectivement ne s'est pas déroulée, même si paraît-il, il y en a plein qui sont mis à chercher. Je pense avec l'engouement, ça ferait écho à certains faits divers, très certainement. Mais c'est pas ça l'important en fait en tant que tel. Quand même, cette histoire est totalement imaginaire, elle est parfaitement ancrée dans le réel en fait, et ce qui fait que quoi qu'on fasse pour essayer, dès qu'on en parle en réalité, on sort du film, mais on reste dedans puisque ça ouvre une sorte de ça. Je trouve que ça crée une toile en fait de signification qui est assez dantesque en fait. Et il y a plein de choses à dire. Et je pense, tu le dis très bien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la réappropriation est à l'époque, il y avait quelque chose de pédagogique. Je trouve que le film a quelque chose de très pédagogique dans son truc. D'accord. Moi, je pense que c'est un truc que malheureusement, on ne peut pas montrer à des élèves en lycée. Mais moi, je pense qu'honnêtement, Michael Goy l'a fait de manière pédagogique. Il y a quelque chose dans la démarche du truc. Alors, de l'époque, évidemment, tu le dis très bien. Aujourd'hui, probablement, parce que c'était nouveau à l'époque, parce qu'il y a ce truc-là très prométhéen des découvertes du réseau social et puis le fait de se dire je peux tout faire avec et de se laisser embarquer par le truc et se faire avoir, ça avait du sens peut-être beaucoup plus à l'époque. Effectivement, que la naïveté de ces deux héroïnes, elle s'accepte beaucoup plus dans la mesure où on se dit c'est en 2006, elle découvre le truc et voilà, il n'y a pas eu peut-être suffisamment d'affaires, de faits divers sordides pour qu'elle puisse prendre conscience dès le début qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que nous, avec notre regard de 2025 ou de 2020, quand il apparaît ce tir, bon, ok, peut-être que. Et en même temps, on en voit encore des faits divers aussi, les réseaux sociaux ayant évolué depuis. Il y a tout un tas de manières de contrecarrer à ces suspicions que peuvent avoir malheureusement les adolescentes quand il y a des faits divers malheureux qui arrivent comme ça. Donc je pense que c'est quand même d'actualité malgré tout, même si effectivement dans les conditions technologiques de l'époque, c'est effectivement voilà, ça peut être étrange aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, je pense que malheureusement, mais c'est peut-être ce qu'il dénonce dans une certaine mesure, il y a quelque chose de très voyeur en fait dans notre réappropriation, dans la réappropriation de TikTok du film. Il y a quelque chose je trouve de très pernicieux, de très vicelard dans cette idée d'aller contempler en fait l'atrocité en fait, parce que c'est pas effectivement ce que le film raconte en réalité. Il raconte pas tant que ça, que l'histoire de ces deux gamines, ça reste deux portraits de gamines en fait, et je trouve que les deux premières parties sont à ce titre-là. Bien sûr que je trouve les 20 dernières minutes tétanisantes et que pour quelqu'un qui aime le cinéma d'horreur, qui aime ce cinéma un peu extrême, moi ça me touche parce que je suis viscéralement embarqué dedans et ça marche à Mais tu mort. sais pourquoi? Et parce Tu qu'il y sais a avant pourquoi? aussi. Oui. Non, Parce qu'on les voilà, c'est ça. oui, Parce qu'on a pendant d'accord, 65 minutes, on était avec elle. tout à Et fait. même pire que ça, c'est et même parfois, on était avec elle, c'est-à-dire qu'on discutait avec elle finalement. On était en face à elle et on avait envie de leur dire des choses. Et puis à n'importe quel moment de la vie où on voit ce film, bon, il y a le réel aussi qui prend le dessus. On peut voir ce film sans attaches familiaux ou alors quand on a des attaches familiaux. Voilà, c'est très bizarre, très complexe. Mais ça fait pendant 65 minutes, le cinéaste te met dans le même cadre que ces deux jeunes filles. Mm. Donc les 22 dernières minutes sont... C'est vrai que tu participes à leur conversation nocturne quand Meghan explique tout un tas d'éléments sur sa vie sexuelle, mais qui sont des abus en réalité, mais qu'elle traite pour pouvoir les détourner par une forme de dissociation, comme étant finalement des choses qu'elle a choisi de faire. On est effectivement leur confident à plein de moments, donc on est extrêmement proche d'elle. On est aussi confident d'Amy aussi de son côté, qui elle a ses problèmes. Effectivement, tu l'as dit, elle subit un harcèlement scolaire. Elle est un peu la petite fille sage comparée à sa meilleure amie qui est Meghan. Il y a toute cette relation entre les deux qui est super bien travaillée, où Meghan, elle y voit une bouée de sauvetage dans Amy, ce qui est très touchant dans les deux. Et en même temps, elle veut pas embarquer Amy au fond du gouffre avec elle non plus. Elle passe son temps à dire qu'elle la salit ou qu'elle ne veut pas la salir. Enfin, il y a un truc très intéressant dans cette dynamique entre les deux, et on sent une sorte d'amitié inconditionnelle entre les deux. Moi, je trouve ça vraiment super touchant. En fait, c'est aussi ça qui fait que je trouve que ça fonctionne, c'est que au-delà de les voir individuellement,
elles sont dans leur relation, dans leur mécanique, toutes les deux, elles sont super attachantes et on comprend merveilleusement bien pourquoi elles sont super amies, malgré le fait qu'elles soient extrêmement différentes l'une de l'autre. Mais le film s'ouvre sur ça. La Oui, première image du film, c'est quoi? C'est ce que nous avons vu. Nous voyons deux jeunes adolescentes, l'une qui a une facilité de dire un mot grossier, et l'autre, quand tu la oui, vois, quand elle dit bitch, on sent qu'elle est elle est pas un peu mal à l'aise de dire ce mot-là. Voilà, le film, en fait, c'est ça. C'est pas l'horrifique qui va arriver après. Ça, c'est un, ça, c'est une couche parallèle qui est mm, aussi importante. Mais le film raconte quoi? Eh ben, raconte exactement ce que tu viens de dire par le prisme de cette première image. En fait, c'est mm, l'histoire de ouais, ces deux jeunes filles qui ne se ressemblent pas forcément dans leur manière d'aborder le monde ou dans leur manière même aussi de parler du monde, mais qui sont ensemble dans le même cadre. Et le ouais, pire dans tout ça, c'est que là, et c'est pour ça que c'est un scénario plutôt circulaire, c'est qu'à la fin, elles seront mm, encore dans le même cadre, mais nous serons avec elles, nous subirons la même mort que ces deux femmes, que ces deux mm, jeunes femmes, si tu vois ce ouais, que je veux dire. tout à Nous fait, serons tout à avec fait. elles, nous perdrons la respiration comme Amy va perdre la respiration alors que Megan ne sera déjà plus là. Mais on est tous les trois dans le même cadre. C'est un film extrêmement interactif, terrifiant et interactif pour le coup. Et tu disais un truc, je vais juste trouver un truc parce que je ne veux pas l'oublier, tu as parlé de Psychose et je trouve ça Oui. vachement bien que parce que moi je trouve qu'il y a deux plans qui font écho effectivement. Il y a effectivement toute la manière en fait dont il traite les discussions, je trouve effectivement qui est de séduction entre Josh et Megan, où on est sur du gaslighting continuel et d'ailleurs c'est extrêmement, je trouve les dialogues entre les deux sont super bien écrits dans la manière en fait dont il la pousse tout le temps à être la responsable, la coupable de tout ce qui se passe, de leurs interactions, sous prétexte d'avoir un jeu un petit peu séduction, mignon, etc. Il est continuellement dans le gaslighting, c'est hallucinant, je trouve la manière dont c'est écrit, vraiment. Je dis ça parce que j'ai vu récemment, grâce à Thierry de Pincin, Gaslight aussi, qui est un excellent film que je n'avais jamais vu et qui a théorisé a priori le gaslighting, et je trouve ça intéressant, parce que je l'ai vu à 2-3 jours de différence les deux. Et je trouve que voilà, tout ce truc-là est vachement, vachement bien pensé en termes d'écriture de dialogue. Et donc il y a tout ce truc-là, effectivement. Il y a cette idée presque de la dilution de la fonction sujet, un peu grossièrement, mais quand Megan meurt, même si effectivement là c'est plus attendu que dans Psychose. Et je dirais qu'après, il y a cette révélation, on y reviendra, du plan avec Megan dans le bidon, qui moi me ramène en fait à la découverte du corps de la mère de Norman, on voit un cadavre apparaître de manière assez brute, et je trouve ça, parce qu'en plus là pour le coup il y a la vraie tension de savoir si Megan est morte ou pas, donc il y a quand même une forme de révélation quand on découvre l'ouverture du bidon, et je trouve que voilà, il y a plein d'éléments. Alors j'ose espérer et je pense que Michael Goy fait du référentiel Hitchcock. J'ose espérer parce que je trouve que même la dynamique du suspense, la manière dont il travaille le truc en disant globalement que d'emblée tu sais ce qui va arriver. Simplement la question qui se pose, c'est comme la bombe sous la table, enfin l'idée de voilà, Ouais, si ouais. tu mets deux personnes qui discutent et que tu fous une bombe sous la Mmh. table, c'est juste poser, disséminer des informations avec parcimonie pour créer une forme de tension, et cette tension de l'inéluctabilité des choses, ça va être difficile à dire. Je pose l'inéluctabilité, et c'est grâce à cette idée que je pose l'inéluctabilité, que je ne sais pas quand ça va se produire, mais ça va se produire, que naît la tension, plutôt que la surprise, quand il met l'indication avec la surprise où je ne sais pas que ça va arriver, et là, bim, il y a un truc qui me surprend d'un coup, mais je suis juste surpris. La tension me travaille tout du long, et je trouve que le film me travaille tout le long parce que je sais que ça va arriver. Ça va être le tragique en plus de la situation. Oui, mais regarde, il y a une différence avec la fameuse anecdote hitchcockienne qu'on a tous découvert dans le Hitchbook, si je ne me Oui, trompe pas, l'entretien avec Truffaut. C'est que oui, effectivement, nous savons qu'une bombe est dans l'aéroport. Nous ne savons pas quand est-ce que cette bombe va exploser. C'est le suspense. Mais le petit décalage mhm, avec Megan is Missing, c'est que nous savons qu'il y a une bombe, c'est-à-dire nous savons qu'elles vont mourir, d'accord? Mais il y a un moment pendant tout le film, parce qu'elles nous regardent, on a envie de leur dire, mais en fait, nous savons qui va les tuer, nous savons c'est qu'elles vrai, vont mourir, mais alors il est où le suspense? c'est vrai. C'est vrai, C'est quoi le et même, suspense? c'est même, la fin est un anticlimax, hein, pour le coup, toutes les 20 dernières minutes, Bah c'est un oui. anticlimax, totalement. Et c'est vrai, je suis d'accord. Et pourtant, ça marche, en fait, c'est terrible. Et C'est-à-dire bah, que moi, moi, je je vais te dire, ressens il une est où tension. le et bah, je vais te dire, il est où parfois le suspense, enfin, un peu, de temps en temps, assez rare. C'est dans la chambre de Meghan. Parce que tu l'as très bien dit, la webcam de Meghan est,
disposé de manière à ce que la notion de voyeurisme soit à son apogée, on va dire ça comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais il y a quelque chose de très beau, c'est que la caméra de Michael Goï cadre de manière à ce qu'il y ait un arrière-plan qui est pénétrant. Mmh. C'est la porte de sa chambre. Et il y a un moment, quelqu'un va faire irruption. Et moi, la première fois que je vois ce film, je n'ai que 2 yeux pour la porte de cette chambre. Et je me dis: Mmh. «Elle va s'ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte?» Tu sais, le truc très landgien, quoi, le fameux secret. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et en fait, la première fois où on se retrouve dans cette chambre, elle discute avec 2 amis à elle, qui ne sont pas Amy, et puis elle s'engueule avec quelqu'un qui va rentrer dans cette c'est Ouais. sa mère. Et sa mère, c'est la toxicité, c'est les problèmes, de Meghan. Et il y a une autre séquence beaucoup plus tard où elle se prépare, c'est 2 jours, elle se prépare pour aller donc, OK. à la rencontre de Josh pour la 2e fois, parce que la première fois, il y a eu un problème. En fait, je pense que Josh, a senti que c'était pas possible. C'était pas le Il y bon avait moment. voilà, c'était trop, c'était pas faisable. En fait, il était dans une attitude de serial killer qui disait: «Là, je peux rien faire, quoi». Et la 2e fois, il lui donne rendez-vous et il faut la voir ce moment-là, elle est dans sa chambre, c'est la webcam qui nous sert de tremplin, qui nous sert donc de passerelle Mmh. et on regarde se préparer pour aller. La porte est ouverte, je crois, où elle ouvre la porte et elle va vers les problèmes, elle va vers la Ouais. toxicité, elle va vers tout ça. Ça, c'est très intéressant, je trouve, ce moment-là, ce côté. Je trouve que ce suspense-là, qui découle donc non pas forcément d'un détail, Mmh. mais d'un objet, pour le coup, ça, c'est très Hitchcockien pour le coup, et le fait est qu'elle aille comme ça vers la toxicité, je trouvais que c'est pas anodin et c'est assez réfléchi de la part de ce monsieur. Et Jack Je suis Lemel, il fait d'accord. l'inverse avec Amy, il fait une antithèse littéralement avec Amy, puisque Amy dans sa chambre a aussi, quand on la voit sur sa webcam, elle a aussi une porte qui est derrière et c'est les 2 fois où il y a des gens qui rentrent dans sa chambre, il me semble, ce sont ses parents qui et Ses notamment son parents, papa, qui est exactement. extrêmement bienveillant, son papa qui est très, très proche d'elle. C'est celui qui lui offre la caméra aussi, ce qui est pas anodin et je trouve que justement il joue aussi pareil sur cette dichotomie-là qui est intéressante entre effectivement, tu dis très, très bien cette ouverture vers un hors-champ toxique, d'où pourrait jaillir effectivement et d'où jaillit la toxicité et à côté de ça, effectivement, ce couloir qui mène dans la maison d'Amy qu'on découvre de temps en temps, qui est pour le coup extrêmement chaleureuse et bienveillante, qui est littéralement en fait son endroit, son cocon en fait, Mmh. parce que dès qu'elle en sort, en fait, dès qu'elle sort de chez elle, ce sont les problèmes. C'est, cette copine de Meghan qui va, quand elle sort pour enquêter sur Meghan, qui va l'agresser en lui disant que c'est de sa faute que Meghan ait disparu. C'est la soirée qu'elle va faire avec Meghan, où elle va se retrouver prise dans cet appart un peu dégueulasse avec tous ces mecs qui sont là en prédateurs, qui veulent choper toutes les nanas de la soirée, enfin et à chaque fois qu'elle en sort, en fait, qu'elle sort de cette maison, c'est il y a que du mal autour d'elle. Il y a vraiment que cette maison où elle est bien, en fait. C'est intéressant la manière justement dont cette dichotomie aussi la elle est à la fois, entre ces 2 personnages qui sont très, très différents. Elles ont une histoire très différente, elles ont une relation à leurs parents qui est radicale, qui est diamétralement opposée et elles ont un rapport à leur maison et à l'extériorité de la maison qui est très différente aussi. Je trouve c'est intéressant cette manière dont il travaille scénographiquement, si je puis dire, la chambre aussi, la chambre et l'extérieur de la chambre et la maison. L'un d'un côté, effectivement, Meghan, ça reste son cocon, c'est sa chambre en tant que telle, mais effectivement, dès qu'on sort de la chambre, c'est terminé. Elle est dans tous les problèmes et tu lis très bien la toxicité. Amy, sa chambre est un cocon, mais dès qu'elle en sort, elle est encore dans cette maison. C'est une fois qu'elle a passé le pas de sa porte de maison que tout va mal. Sauf quand elle est accompagnée de Meghan, qui est quand même là pour veiller sur elle, en fait. Et c'est très étrange de faire de ce personnage qui euh, est un personnage qui est complètement perdu, qui est complètement paumé. Dès lors qu'elle est avec Amy, elle se structure, elle se pose, elle se cadre en fait. Et il y a un truc vachement intéressant là-dedans en fait. Elle pose même son dialogue, c'est-à-dire quand Amy la filme, quand on la voit en fait faire des trucs, elle part dans tous les sens, elle fait plein de conneries à gauche à droite, de gamine qui a des soucis, qui a une vie compliquée. Et dès qu'elle se retrouve avec Amy et qu'Amy si je puis dire, l'encadre dans son cadre, qui est littéralement la caméra quand elle la cadre, quand elle l'interviewe, à un moment donné, il y a une très jolie séquence en fait où elle décide, quand elle a acheté la caméra, de l'interviewer. Elle dit bah tiens, si on s'interviewait l'une l'autre. Et elle la cadre. Et soudainement, Meghan, elle la cadre, je veux dire, au sens propre comme au sens figuré. Elle se pose et elle raconte son histoire. Et elle raconte son histoire, là, aussi dure et sordide soit-elle, le rapport avec son père, etc. Mais il y a un truc comme ça, en fait, où les 2 personnages, d'un côté et de l'autre, se protègent. Et tout ça, en fait, est rendu par la caméra, en fait. Tout ça est rendu par l'image. C'est dans l'image que c'est traduit. Et je trouve ça vraiment
hyper fascinant, en fait, la manière dont il le fait. Encore une fois, par simplicité, tout ça est fait simplement. C'est pas fait que la mise en scène n'est pas acrobatique, inventif, comme se veulent beaucoup les found footage, jouent beaucoup là-dessus. Hein. C'est vraiment un genre. euh, c'est un genre quand on n'a pas de thunes, certes, mais c'est un genre quand on n'a pas de thunes et qu'on veut essayer de faire des trucs et qu'on veut faire un cache-misère avec ça. C'est un cache-misère. De toute façon, le fan footage, faut être honnête, c'est quand même un genre cache-misère. Alors, je dis pas que c'est toujours le cas. Je veux dire, le projet Blair Witch, il y a des trucs extraordinaires. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est souvent un cache-misère. C'est globalement le film quand le méchant il arrive et quand c'est un monstre. Bah, comme c'est une caméra diégétique et que le mec il est pas habitué à affronter des créatures ou des choses par exemple, mais qu'est-ce qu'il fait? Il gigote sa caméra dans tous les sens comme un con, comme ça on voit pas le monstre et on n'est pas obligé d'en faire un truc à peu près crédible. C'est vraiment le cache-misère. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait l'inverse de tout ça. Les caméras les plans fixes sont toujours nickel, à l'exception de la fin, effectivement, où là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus frénétique, parce que mineur, c'est le Ouais. tueur qui tient la caméra, et donc c'est son point de vue, et ça a du sens. Mais la caméra, pour le reste, est tout le temps posée. C'est pour revenir à ce que je disais au tout début sur le rapport entre la grammaire, enfin la manière dont on va utiliser je peux dire, la manière de penser le montage, de penser la durée des plans, de penser le son, etc. C'est à l'inverse total de ce qu'on voit aujourd'hui. Et je trouve que justement, là aussi, il y a un truc, peut-être dans son anachronisme, qui fait que ça fonctionne merveilleusement bien. Et je reviens à cette idée, voilà, je trouve que ce que j'aime beaucoup, je me suis un peu perdu, mais ce sont les plans fixes. Je trouve que le film, en fait, contrairement à beaucoup de found footage, qui jouent la carte de je gigote comme un con parce que je sais pas quoi faire, parce que je sais pas montrer ma menace et que je sais pas gérer ma mise en scène, parce que je ne sais pas faire de la mise en scène. Je glisse ça, voilà, tous les found footage qui se reconnaîtront évidemment. Moi, c'est un genre que je trouve très intéressant, de moment quand c'est bien fait, c'est Ah oui, vraiment oui, intéressant. oui, bien Et là, sûr, pour le bien coup, il sûr. joue sur des plans que fixes tout le temps, à l'exception de la dernière partie. Et je trouve que justement, ce côté de poser, il joue énormément sur les silences. Il n'y a aucun élément extra-diégétique qui intervient, tout au niveau musical ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de surdramatisation, de surlignage de la dramatisation. Tout est fait de manière, encore une fois, extrêmement poreuse avec le réel. Et c'est ça qui rend le film hyper impactant et hyper touchant. Tu vois, si on devait prendre comme exemple un film found footage, hem, qui de temps en temps, je dis bien de temps en Mmh. temps, brille parce qu'il utilise finalement une forme de classicisme à l'intérieur même du genre film footage. Je ne sais plus c'est lequel des paranormaux, enfin je vais le dire en anglais, Ah oui. Paranormal Activity. Ouais. C'est une, je crois, je sais plus, c'est le 4, 5, 6, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un moment dans une cuisine, il y a, c'est une caméra, je crois, de Ah bah, oui. surveillance qui est posée en travelling. C'est le seul Alors qui est là bien. alors C'est là, le je me seul suis qui est bien. dit: «Là, il y a quelque chose d'extraordinaire». En fait, c'est très simple, c'est que, bon, comme d'habitude dans n'importe quel, film de ce genre, il y a quelqu'un qui dit aux autres: «Il se passe quelque chose, il y a un problème» et Mmh. les autres, bon, qui disent, les autres, c'est les producteurs du film: «Mais non, il y a pas de problème, ne t'inquiète pas». En fait, si, on sait qu'il y a un problème, mais on a envie de te faire languir un peu et l'autre, il dit: «Mais je vous assure qu'il y a un problème. Alors ne vous inquiétez pas, on va mettre la caméra et on va faire une espèce de travelling latéral qui est un peu la caméra de surveillance. Comme ça, dans la nuit, on saura s'il se passe quelque chose». Parce que c'est vrai que moi, si je sais qu'il se passe quelque chose chez moi, je vais pas mettre une caméra de surveillance. Je vais partir de chez moi parce que Je te la rassure, c'est une réaction normale, hein. une réaction normale, mais pas cinématographique. Donc revenons au cinéma et donc ce moment-là, et je le dis avec beaucoup de Ouais, sérieux pour le coup, c'est que c'est un des moments les plus flippants. Pourquoi? ouais. Parce que le hors-champ, le Bah oui. hors-champ, le hors-champ, nous, on est là à imaginer je ne sais quoi que nous allons bientôt voir parce que la caméra, elle fait juste comme ça, voilà, voilà, et elle revient, et elle revient. Et ça, c'est fascinant. Donc nous, on est en train de faire quoi? On se dit: «1, merde, à ce moment-là, bah, ça prend le temps». Et ça, j'aime pas ça. C'est pas bon quand un film d'horreur prend le temps. Ça me met dans une situation, et puis il y a pas de musique. Ah non, 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 là, c'est pas possible, on va pas y arriver, quoi. Là, je suis pas bien, là, et c'est ça qui est fascinant. Là où je veux en venir, c'est que Megan is Missing reprend un peu ces questions de cinéma qui font que le film est vraiment intéressant, qui font que le film, comme cette séquence que je viens d'évoquer avec un peu de légèreté, de fantaisie, en fait, là, à ce moment-là,
c'est basique, c'est un truc que je dis depuis 4 ans, depuis que j'ai créé cette chaîne. Là, à ce moment-là, je vois quelqu'un qui a besoin de cinéma, mais qui a besoin Mmh. frontalement, totalement, pleinement de ce que le cinéma peut lui donner. Et il y a des moments dans Megan is Missing où on sent que le langage du cinéma va l'aider à détourner ce phone footage, comme tu l'as très bien dit dès le début. Et c'est pour ça que je voulais prendre comme exemple par un homme, enfin, je ne sais plus Ah c'est oui, mais lequel, ça le 5 ou le c'est le 6, 3, mais hein. je sais. C'est le C'est 3. le 3. Ouais, c'est le Ah, 3. c'est déjà C'est le 3. Je Ben en pensais que fait, c'était c'est le un peu seul plus film que prolongé. j'aime bien dans les Parrain c'est le seul que je trouve vraiment réussi pour ce et effectivement, en fait, peut-être pour cette unique séquence effectivement du où ils foutent la caméra sur un ventilo. Ah, dans mes souvenirs, c'est ça, Un ventilo. pour faire le panneau latéral qui Ah permet de oui! récupérer et je crois que c'est un Donc c'est même ventilo, pas un il est travelling latéral en fait, c'est un c'est panneau. juste un panneau en fait sur le il me semble, hein, parce que c'est sur un ventilo, il me semble qu'ils le fixent dessus leur caméscope parce que ça se passe dans les années, 90 puisque c'est en VHS celui-ci, enfin en analogique, me semble-t-il, Ouais. celui-ci et il y a effectivement ce truc-là avec une histoire de drap, heu, en partant dans le truc. Et à un moment, il y a un drap qui se soulève et qui est en suspension et tu le vois et c'est génial. Moi, tu l'as merveilleusement bien expliqué sur la question du hors-champ et là, effectivement, moi, je me suis dit: «Ça y est, il y a un mec dans cette saga». Alors c'est pas Oren Peli, c'est Ariel Schulman et je sais plus qui est le deuxième. C'est une co-réalisation, le 3 et c'est pour moi, dans la saga, c'est les seuls qui se sont posés des vraies questions de cinéma. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout le cas des autres Paranormal Activities. Il y a un moment donné où il y a un mec qui s'est dit enfin, d'ailleurs, 2 co-réals qui se sont dit: «On va faire un peu de cinéma». Et c'est vachement bien. Et là, pour le coup, tu dis: C'est «Ça y est», vachement bien. c'est le seul moment où j'ai eu un peu de flip dans la saga, en fait, où je me suis dit: «Là, je suis un Oui? peu tendu. Là, je sens que j'ai des petits frissons, c'est cool» Ah oui, oui, non mais là tu es et tendu. voilà. Mmh. Bah alors et c'est là où je pense que peut-être on va montrer le deuxième extrait pour parler finalement Voilà, ouais. de cinéma dans le cinéma. De cinéma dans le cinéma. Et on a commencé à un peu à en parler avec Paranormal Activity et ce qu'on voulait dire sur Megan is Missing, mais là, on Mmh. va vous montrer un extrait pour être vraiment extrêmement précis, pour que vous voyez à peu près là où nous voulons venir, parce que c'est vraiment un film qui pose des questions de cinéma. Donc, je vous montre cet extrait. Je le remontrerai une deuxième fois en le commentant pour celles et ceux qui Mmh. nous écoutent sur Spotify, mais c'est parti. Alors, ce moment-là ferme la deuxième partie et ouvre la troisième. Nous ne verrons pas la troisième partie, mais c'est vraiment la transition entre la seconde et la troisième partie. Et en fait, Amy vient de disparaître. Donc Oui, c'est ça, ouais, ouais, oui. voilà. Et les flics cherchent ils savent exactement où elle a disparu, sous un pont, et ils cherchent des indices et ils trouvent quelque chose dans une poubelle. Et bien évidemment, les médias, il faut qu'on parle aussi des médias, je le note. On va parler du rapport aux médias, comment Michael Goï filme les médias. Et donc les médias sont prenants, ils sont là. Et puis l'un des officiers, enfin des enquêteurs qui demande à ce qu'on ne filme pas. Ils ont trouvé quelque chose dans une poubelle et là, je vous Et montre ce et je qui vais se juste passe. me permettre juste un truc, Samir, pour Je t'en rebondir prie. sur un truc, sur l'idée donc dans ce que tu vas montrer, je pense que toute la partie sur la porte, t'expliquais au début la porte dans la chambre de Meghan, c'est aussi une manière effectivement pour Michael Goy de dire au spectateur: «Attention, regardez ce qui va se passer en fond de cadre, il va se passer des choses». Et je pense qu'effectivement la séquence que tu vas montrer, notamment dans ce qu'il retrouve et là on est littéralement dans le found footage littéral pour le coup, puisqu'on retrouve des tournages, on retrouve une caméra avec quelque chose et là, nous, spectateurs, on assiste à la récupération de cet artefact-là dans lequel il y a quelque chose et je trouve que là, ça a beaucoup de sens ce que tu dis sur la porte aussi parce qu'il y a encore cette idée aussi d'accoutumer le regard à un modus operandi particulier en disant: «Il faudra être attentif à ce qui se passe en fond de cadre». Voilà, c'est juste par rapport à Mais tu as raison, en fait, j'avais même pas pensé à ça. Là, ça fait des années que je vois le film et merci. J'avais pas ah beh, pensé, mais j'y pas effectivement, pensé non plus, hein, je viens d'y penser aussi donc en discutant. c'est vrai que mais oui, effectivement. Allez, je montre l'extrait. C'est parti.
Je remontre maintenant, enfin, pardonnez-moi, je vais montrer de nouveau cet extrait de 47 secondes et je vais commenter ce qui se dit. C'est parti. Alors, le 12 mars 2007, la caméra d'Amy Herman est découverte dans une poubelle de la forêt nationale d'Angeles. Donc, il y a une image avec la poubelle et ce qu'il y a dans la poubelle. Il y a un gros plan sur la caméra d'Amy. Ensuite, on voit les enquêteurs qui ont la caméra, qu'ils ont mis dans un sac plastique. On voit la caméra. Puis, il est écrit « Image d'un homme que l'on croit être Josh, trouvé sur la caméra d'Amy Herman ». On voit Amy qui est sous ce tunnel et on voit un gars en arrière-plan qui s'arrête. On ne le voit pas, on ne le discerne pas, mais il est caché par des fougères. Et on entend « Voici les 22 dernières minutes de la caméra d'Amy Herman inédite et son montage ». Et en fait, les 22 dernières minutes, c'est Josh qui a filmé avec cette caméra les derniers instants, les derniers moments de Amy. Mais ça, c'est autre chose. Là, bon, on ne peut que penser pour certaines et certains qui ont le cinéma dans leur quotidien à Blow Up de Michelangelo Antonioni en 1966. Et je ne pense pas que Michael Gouin n'ait pas pensé à ça. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. On pourrait aller plus loin, mais c'est plus de l'image que du son. On pourrait dire Blowout de Palma, mais c'est beaucoup plus du son. Enfin, beaucoup plus l'image que le son. Ouais. Là, on est vraiment dans un film qui, quand même, qui pose des questions de cinéma. Qu'est-ce que tu penses de ce moment-là? Je trouve que globalement, en fait, il y a un travail sur vraiment l'image fixe. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, de filles. Alors, on en reparlera parce qu'après, il y a effectivement ce fameux plan où on fige l'image. J'ai vu un film récemment, c'est juste une petite parenthèse, mais j'ai vu un film que je conseille fortement qui s'appelle Savage Land, qui m'a été conseillé par Loïc Billan, qui a un petit found footage aussi, qui est vraiment tourné comme un documentaire true crime, comme vous en voyez partout, et qui raconte l'histoire d'un mec. J'essaie de faire ça très rapidement, mais qui dans un petit village paumé au fin fond des Rappelle le États-Unis. titre, s'il te plaît, le titre exactement? Savage Land. Savage Land, d'accord. Le discours politique est super intéressant, mais au-delà de ça, voilà, je vais revenir juste sur la base. C'est un mec, pour le coup, il est mexicain, qui est accusé dans une petite ville qui est en bordure de la frontière du Mexique, qui a très très peu d'habitants, d'avoir massacré quasiment la totalité de la ville. Et donc on va suivre ce mec-là. Alors on suit toute l'enquête qui va autour, mais c'est vraiment fait comme un documentaire true crime, donc c'est de manière vraiment très très. On sent que le mec a bien étudié toute la dialectique du true crime, du documentaire true crime, et progressivement, on se rend compte que le film va vers c'est un documentaire, globalement. Bon, après, on le sait quand on va le voir en tant que tel, c'est un documentaire. Et toute la narration de ce qui s'est passé réellement cette nuit, c'est fait par photo. Et je trouve ça très intéressant. Ce ne sont que des images fixes. C'est-à-dire que le personnage donc, de ce vieux monsieur assez âgé mexicain qui est accusé du meurtre, enfin des meurtres dans cette ville, est parti la nuit avec un appareil photo en pleine nuit. Et donc, je crois qu'il y a 40 et quelques poses, et il a pris des poses de plein de trucs qu'il avait autour de lui, et on se rend compte au final que globalement, le truc qui était du true crime de base est en réalité dû à un événement surnaturel, etc. Et tous les moments horrifiques en tant que tels ne sont juste que pris en photo, et c'est des photos qui se succèdent, photos nocturnes, etc. Donc ça crée une ambiance très truc, avec les ISO qui sont poussés à fond, donc c'est ultra granuleux. Et c'est super intéressant, ce travail sur le fixe, en fait, sur l'image fixe. Là, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils travaillent beaucoup toutes les images fixes qu'ils font. Souvent, il y a des sortes de raccords dans l'axe un peu étranges pour changer de focale sur un objet un peu important, bon, comme par exemple la poubelle, et on arrive sur le très gros plan sur la caméra. Là, on a aussi, bon, là, c'est dans une image pas fixe, mais quand on revoit Amy et on voit derrière la silhouette qui est littéralement, enfin, moi, j'y arrive pas non plus à ne pas penser à quelque chose d'un peu carpenterien dans ce truc-là. Non, c'est presque le personnage de Josh, est presque The Shape, en fait, dans le sens où c'est une sorte d'abstraction, on voit jamais son visage, ça pourrait être tout le monde, c'est en même temps personne et tout le monde, c'est une sorte c'est une sorte d'incarnation du mal aussi dans une certaine mesure, même si c'est ramené à quelque chose de très concret, contrairement à Carpenter où on reste sur du mal qui est introduit à distance, donc de manière abstraite. Là, c'est quand même très concret, mais globalement, en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est la manière effectivement d'articuler son récit à certains moments avec des images fixes, en fait, et de créer l'angoisse, le malaise à travers des images fixes qui sont, pour le coup, encore une fois,
assez contre-intuitive par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, quand on est sur du, encore une fois, on est sur TikTok, ce genre de choses. C'est pour ça, encore une fois, que je trouve que le succès le succès, encore une fois, ne doit être dû effectivement qu'à cette dernière minute. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup ce truc-là parce que ça nous ramène à quelque chose du fait divers soudainement, en fait. On est dans quelque chose où on pouvait jusqu'alors, quand on est sur de l'image en mouvement, je trouve, c'est peut-être une impression très subjective, hein, mais comme on est dans l'image en mouvement, il y a quand même cette idée cinématographique et qui nous ramène à la fiction. Quand même, encore une fois, il y a une grosse porosité, on joue avec les caméras diégétiques, etc. Quand on arrive à de la photo, il y a quelque chose qui nous ramène, je trouve, et là c'est peut-être très personnel, beaucoup plus au réel et aux faits divers, à des photos qu'on pourrait capter qu'on pourrait récupérer sur un journal, sur des choses comme ça, sur un rapport. Et je trouve que soudainement, en fait, ça, ça brise encore plus, ça nous fait encore plus plonger dans quelque chose qui serait de ce que je suis en train de voir est le réel. En fait, moi, j'y crois encore plus lorsqu'il y a ces photos, parce qu'on n'a pas d'exercice. C'est-à-dire que c'est presque une mise en scène de la non mise en scène dans une certaine mesure, ou une non mise en scène de la mise en scène. Je sais pas comment l'articuler, mais on n'est plus dans la mise en scène cinématographique de prime abord parce qu'on n'est plus dans le mouvement. On est dans quelque chose où on fige l'instant, et cet instant figé a quelque chose de l'instantané de le fait divers. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, c'est vraiment un ressenti très personnel. L'instantanéité du propos, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais, exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a ouais. Mais moi, ces moments-là, en fait, me fascinent peut-être encore plus. C'est pour ça, en fait, plus je discute avec toi, plus je me rends compte qu'à la base, ce qui me tétanisait le plus, c'était les 20 dernières minutes. Et plus on en discute, plus je trouve qu'effectivement, tu m'as fait basculer de l'autre côté. La première heure, les 50 premières minutes sont bien plus tétanisantes encore, en fait, dans ce qu'elle raconte à travers ces instantanés du réel. C'est ce qu'elle me raconte de ces deux personnages, etc. Et encore une fois, tu l'as très bien dit, s'il n'y a pas tout ce qui précède, cette rupture-là, à ce moment-là, n'a plus vraiment de sens, en fait, et n'a plus vraiment d'impact. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me questionne sur les TikTokers qui regardent ça et qui jouent la carte de « Oh, je suis tétanisé ». Est-ce que vraiment ils le sont, ou est-ce que c'est très artificiel aussi? Parce que j'ai du mal à m'imaginer maintenant, a posteriori, comment on peut tirer quelque chose de ces 20 dernières minutes émotionnellement, en fait. Alors évidemment, oui, les images sont atroces, horribles, donc forcément, il y a une forme de répulsion, c'est vrai. Mais au-delà de ça, émotionnellement, moi, je trouve que tu peux pas et puis je pense que si tu regardes les 20 dernières minutes, ce serait peut-être à questionner. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, si tu n'as pas tout le background, dans tous les cas, la construction qu'il y a derrière, elles peuvent paraître un petit peu complaisantes. Quoique, Ouais. c'est à relativiser. C'est à relativiser parce que c'est pas vrai. En réalité, même la séquence sur laquelle peut-être on viendra, qui est peut-être le point d'orgue un petit peu de tout ça, je trouve qu'elle est filmée sans aucune complaisance, et ce serait très malhonnête de dire que c'est Oui, complaisant. mais elle ne fait pas partie de cette troisième partie. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a, et là on va parler un peu des médias, c'est Oui. que pendant la seconde partie, quand le film commence à se déployer vers les médias, il y a un moment, il y a le fait être qu'une photo, Ah oui, oui. et oui, et oui, Et c'est une tout là, oui. photo circule sur internet. Là, c'est impressionnant la résonance avec aujourd'hui. Je veux Eh dire, il y oui. a pas plus c'est assez, et après je te poserai une question en ce sens. Et cette photo, bon, on voit Meghan pratiquement nue, torturée, et on voit tout, et avec un gros plan, c'est terrifiant. Et ce moment-là arrive comme ça, on s'y attend pas, parce que le film, pendant 35 minutes, 30-35 minutes, adopte un filmage classique, donc une forme d'élégance, avec, avec, un travail plutôt sur l'horrifique, mais via le hors-champ, pas forcément quelque chose de Mmh. frontal. On n'est pas dans le gore, parce que là, c'est une photo quand même qui est gore, ça, qui convoque le genre, tu vois, c'est la photo dont tu parles. Oui. Donc c'est très, très perturbant, et en même temps, cette photo, elle arrive au moment où les médias commencent à s'intéresser à cette affaire. Donc donc 2 questions: est-ce qu'il y a un effet de cause, enfin, est-ce qu'il y a une espèce de cause à effet, les médias, cette photo, ce moment-là qui est un peu un moment gore et donc gratuit, pour le coup, tout est gratuit. Et deuxièmement, est-ce que les 3 parties ont leur propre mise en scène? Par exemple, cette deuxième partie où il y a l'enquête d'Amy, et en parallèle les médias qui s'en mêlent. Est-ce qu'à ce moment-là, le film, change dans sa mise en scène, comme peut-être il va changer dans la troisième partie? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette bascule, qui pourrait effectivement paraître un petit peu complaisante sur cette,
Meghan, effectivement, qui est photographiée, torturée. Surtout que le film, effectivement, tu dis, il est finalement jusqu'alors, en termes de violence, il est très très contenu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Je trouve qu'effectivement, la séquence, notamment de la soirée, qui est dans la première partie, où elles vont en soirée avec des potes. Parce que c'est une sorte de gros mascu hyper toxique qui les invite en soirée et qui veut se taper toutes les nanas du coin, enfin qui a un personnage absolument dégueulasse aussi, hein, qui pourrait être Josh dans une certaine mesure. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement il fait presque écho à ce qu'est Josh. Et toute cette séquence-là est vraiment dure, vraiment violente, parce qu'il force Meghan à faire quelque chose. Il y a Amy qui, pour le coup, Il la viole. il la C'est viole, un oui. viol. C'est Oui, un tout à fait. viol, ouais. Et il y a Meghan aussi, mais Amy par contre qui prend de la drogue pour le coup et qui va non de l'alcool pour le coup, elle se saoule la gueule et elle vomit sur des de ses copines et cetera. Donc c'est quand même globalement tu sens que c'est quand même il y a quelque chose d'assez graphique quand même parce qu'il y a pas et en fait finalement quand l'horreur et là pour le coup tu parlais de ce viol là aussi qu'on a au début, elle jaillit quand même dans le cadre de manière, on détourne pas le regard, on nous force ça. En plus pour le coup là c'est un personnage d'un de ses copains qui veut, qui vient filmer le truc, pour, par fierté, et je trouve ce truc-là, quand ça jaillit, tu te dis, ok, là où le film reste assez calme, parce qu'on est quand même globalement dans ces chambres d'adolescentes où on discute. Alors, encore une fois, je trouve que même ça aussi, c'est très fort aussi, la manière dont elles discutent entre elles, en fait. Il y a ce truc-là, en fait, dont Meghan parle à Amy, lui raconte des trucs. C'est aussi, alors évidemment, c'est des choses qui sont comptées, donc on n'a pas d'image. Mais je trouve que d'ailleurs, à ces moments-là, quand elle explique notamment cette aventure qu'elle a eue quand elle était très, très, très jeune avec un moniteur de colo, je trouve que la séquence est aussi assez atroce à regarder, en fait, parce que là, pour le coup, il a très bien compris aussi, effectivement, le pouvoir du hors-champ, de l'imaginaire et de ce que les mots pouvaient convoquer. Parce elle parle de manière extrêmement crue, en fait, de ce truc-là. Parce que c'est cathartique, parce qu'on sent le viol aussi qu'elle a subi et qu'elle l'exprime à travers ses mots pour pouvoir en faire la catharsis. Je trouve que c'est très très fort. Mais là, je suis en train de complètement détourner. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Sur la deuxième partie, effectivement, quand on introduit, je trouve, la télévision, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir effectivement ce truc-là où, quand cette image émerge, devient virale sur cet internet je dirais un peu primaire, parce que on est dans les débuts d'internet, si je peux dire, et de la viralité. Effectivement, les médias s'intéressent à ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, cette photo, qui de prime abord pourrait paraître complaisante, ne l'est pas, parce qu'en fait, ce que Michael Goy te dit, c'est, il te montre simplement, il regarde la complaisance des médias, en fait, vis-à-vis de cette photo. C'est pas lui qui est complaisant à la montrer, il montre comment les médias se réapproprient cet élément-là. Et justement, c'est en montrant l'atrocité, la gratuité de cette photo et la manière dont, de manière extrêmement perverse, les médias vont se l'accaparer, que finalement Michael Goy se décharge de toute complaisance, en montrant que finalement la complaisance, elle vient des médias, en fait. Je pense qu'il n'avait pas le choix de montrer ces images très graphiques pour pouvoir témoigner du fait que les médias, justement, dans leur grande perversité, leur grande, voilà, vont s'octroyer ce truc-là. C'est parce que c'est aussi abject, parce que c'est aussi gratuit, que les médias vont se jeter dessus comme des charognards pour essayer d'en tirer quelque chose. Et après, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est toute cette escalade médiatique qu'il y a derrière, qui amène justement un moment qui est à la lisière de la comédie, moi je trouve, et justement qui est une comédie très sombre, très noire, très cynique, où on découvre effectivement cette reconstitution de l'enlèvement de Meghan, qui est fait de manière ridicule, avec ces acteurs qu'on interviewe avant, qu'on n'ont strictement rien à foutre de l'affaire, qui sont en train de fumer leur clope à gauche, à droite, qui discutent de tout et de rien de manière complètement irrespectueuse, ce qu'ils vont reconstituer derrière. Et puis le truc qui est tourné comme une avec plus le respect que j'ai pour les telenovelas, mais comme une telenovela ridicule, et où on a ce truc-là là pour le coup, on a une mise en scène qui est une mise en scène complaisante, gratuite, qui s'octroie le truc et qui se l'approprie. Et je trouve que c'est intéressant justement, ça permet de, encore une fois, toujours cette idée, je trouve le film fonctionne beaucoup par antithèse et par distinction, encore une fois, des points de vue portés sur la situation, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant de jouer sur ce truc-là, d'introduire, d'injecter la dialectique ensuite des médiatiques qui va interagir à l'intérieur de ce truc-là et qui va venir encore dynamiter le truc. Et comme si le film, en fait, était en constante mutation. Il y a un truc comme ça, je trouve que c'est quand même un film, même s'il il le fait de manière très noire, qui est une sorte de coming of age à sa manière, au sens où, effectivement, on voit deux gamines qui vont malheureusement, violemment, brutalement, basculer dans le monde des adultes et dans la cruauté du monde des adultes. Et ça va se terminer de manière tragique, évidemment. Et donc, il y a une mutation. Ces personnages, ils changent pendant tout le film, évidemment.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que le film, en fait, change avec elle, automatiquement. Et c'est un film qui est effectivement, tu le dis, en mutation. C'est-à-dire que la mise en scène de la première partie n'est pas la mise en scène de la deuxième, ou en tout cas, il y a des éléments qui vont amener à une mutation et une métamorphose dans la deuxième partie, et qui vont, dans une certaine mesure, complètement amener à la troisième partie. En fait, la troisième partie est, je dirais, l'aboutissement de toute cette construction-là, en fait, qui amène à ce truc-là. Parce que la métamorphose ne pouvait mener que là. Comme les jeunes filles, finalement, la trajectoire qu'on pose à leur personnage amène nécessairement, finalement, à cette tragédie. Et c'est vraiment au sens antique du terme, hein, c'est la tragédie, au sens, voilà, elles ont un destin, il est scellé et on le sait. Je dirais que c'est pareil, le film, dans la mise en scène, a quelque chose de... elle devait aller là, elle ne pouvait pas aller autre part que là, dans son évolution, dans sa manière dans ce qu'elle regarde aussi. Elle ne pouvait pas aller autre part qu'ici. Je sais pas si c'est clair par contre, hein, mais C'est extrêmement clair. Je vais montrer maintenant une autre image, la dernière, qui arrive. Là, pour le coup, c'est un photogramme. Ouais. En fait, ce photogramme est extrait, arrive au moment où et on est avec Amy pour la dernière fois. C'est Et juste avant ce que tu as montré tout à l'heure. c'est juste avant ce que j'ai montré ouais. tout à l'heure. Elle est sous le tunnel. Elle est sous un pont, pardon. Elle est en train de, elle est avec une espèce de doudou, et puis elle est en train de parler à la caméra. Elle entend quelque chose, elle se lève pour aller voir un truc qui est sous une espèce de tunnel, et voilà ce que l'on voit à ce moment-là. On voit, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify, un bras blanc qui surgit, qui déchire, qui surgit dans le plan, et à ce moment-là, l'image est figée, il y a un arrêt sur image dans le film. Et là, on sait que quelque chose s'est passé, et puis on passe aux médias qui annoncent que Amy a disparu, je ne sais quoi. Je remontre encore une deuxième fois cette image qui est assez incroyable, qui est peut-être l'image la plus... Moi, elle me terrifie, hein, c'est un truc, je trouve, et à chaque fois, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Moi, je trouve c'est hallucinant, en fait, de réussir. Alors là, c'est de manière très technico-technique, si je peux dire ça comme ça. Mais parvenir à faire le jumpscare fonctionne souvent par une agression sonore qui va amener ton corps à réagir. Donc, c'est pas de la peur, c'est juste une réaction de mon corps à une agression. Donc, un gros violon très très fort qui va me faire sursauter parce qu'on a mis un long moment de silence avant. Là, c'est plutôt l'inverse. Le son, il inverse complètement. Ça fait presque une sorte de chiasme là où l'image très très forte va devenir au moment où le son n'est plus présent. Et on renverse le truc, c'est super intéressant parce que moi je trouve que c'est un jumpscare qui, pour le coup, si on a cette idée de sursauter de peur, or je pense que le jumpscare classique n'est pas un sursaut de peur, c'est un sursaut de réaction à une agression. Là, pour le coup, on nous agresse pas par le son puisqu'il n'y en a plus à ce moment-là. Il y avait un truc un peu paisible avant, il y avait quand même du son, il y a le son du parc parce qu'elle est dans son parc, on entend les oiseaux, il y a des choses comme ça, elle parle, donc elle est en train de faire son journal, et soudainement on entend un bruit derrière, et donc elle se retourne pour aller chercher quelque chose, et à ce moment-là, effectivement, le bras vient prendre, ce qui est hyper intéressant en plus de jouer avec la main. On a parlé il y a quelques temps de la main du diable, pour le coup, Exactement. voilà, il n'y en avait pas de cette question de la main. Je trouve que le film, en plus, joue énormément sur les mains. On y reviendra notamment pour la séquence un petit peu de la troisième partie, où on ne voit pas le corps de l'agresseur, mais on voit juste sa main rentrer dans le cadre, et juste une main avec un filet de sang dessus suffit à dire énormément. Et la main, c'est effectivement la main qui manipule, la main qui attrape, la main qui kidnappe. Et je trouve que de faire de ce tueur littéralement une main, puisque ce n'est quasiment que ça, une main qui creuse à la fin, une main qui pousse, une main qui ouvre comment dirais-je, un bidon dans lequel il y a un cadavre, etc. Le tueur n'est qu'une main, n'est qu'une sorte de pulsion qui agit en fait et qui modifie le réel. Et voilà, la main étant la mise en pratique concrète de ce pulsionnel-là. Et je trouve que ça le rend terrifiant. C'est pour ça qu'il y a un truc un peu carpenterien dans cette idée, je trouve, d'en faire quand même, mine de rien, même s'il est très concret, qu'on voit, on imagine que c'est un pauvre type certainement malade ou un pervers. Voilà. On peut raccrocher ça à des trucs très concrets, mais c'est une abstraction malgré tout, en fait. C'est cette incarnation abstraite du mal sur Internet. Il y a quelque chose.
et peut-être oserait-on dire peut-être du mal, voilà, mal de Oui, l'homme le dans une mal, certaine aussi, le mal aussi. l'homme, quoi. Oui, Comme bien si ça sûr. n'avait pas déjà été fait beaucoup trop, ce genre de truc. Je suis désolé au niveau de la formulation, c'est tellement un truc qui a été fait beaucoup trop à l'écrit. Mais je trouve qu'il y a ce truc-là, en fait, d'abstrait quand même. Il y a dans ce truc-là, ce plan-là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, soudainement, le film devient une sorte d'abstraction, en fait, et il me dit, je ne parle pas que de ça. Ouais, En fait, c'est vrai. c'est marrant parce que en fait, il y a 2 trucs, en fait. Dans ce truc-là, il y a un mouvement figé, je te disais tout à l'heure. Ce mouvement figé, en gardant ce flou de bouger, crée quelque chose du fait divers. Là, il y a quelque chose, ça me ramène à cette photo, à ce truc figé. Et en même temps, paradoxalement, ce fait divers très, très précis qui est, cet enlèvement de ces 2 gamines, il le transcende et en fait une sorte de truc complètement abstrait où cette main-là, c'est le mal, en fait, véritablement qui vient, attraper l'innocence, qui vient pervertir l'innocence soudainement. Et cette main blanche, on verra plus tard, mais la main blanche avec ce filet de sang dessus qu'on verra plus tard aussi, on a vraiment littéralement cette innocence pervertie aussi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose soudainement, on est dans l'abstrait, dans le conte, hein, parce que bon, je pense que le petit chaperon rouge, j'arrive pas à ne pas y penser non plus. Dans la forêt, se fait enlever par une sorte de loup dans la forêt aussi. Donc il y a un truc abstrait, je trouve, à ce moment-là, où on est entre les deux, en fait, où il arrive à faire se côtoyer le très concret de ce fait divers qu'on l'on me raconte et qui est un mensonge parce que ce n'est pas un vrai fait divers, mais qui est certainement inspiré de faits divers et qui veut en tous les cas créer de la porosité avec le réel. Et en même temps, ça devient très abstrait et il nous parle du mal et de ce que les réseaux sociaux, ce que Internet, de manière encore une fois un peu pédagogique, un peu didactique, je trouve à certains moments, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui fait la valeur du film aujourd'hui aussi peut-être, et qui te dit soudainement voilà. Et je dirais presque jusqu'à maintenant, le film avait ce côté assez pédagogique, assez pédagogue, et il n'était pas forcément. Moi, j'arrive pas à le rentrer vraiment dans un genre au début, en fait, en réalité. Je trouve que la plongée vraiment dans l'horreur à proprement parler. Alors oui, il y a des petits moments où ça se lézarde avec la photo dont tu as parlé tout à l'heure, etc. Mais on va plonger pleinement dans le genre, si je puis dire, dans la dernière partie, en fait, qui est vraiment une pure séquence de genre. Sauf qu'il va pas l'utiliser pour faire du genre en tant que tel, c'est qu'il va dire: «Je vais utiliser l'horreur parce que l'horreur suscite un certain nombre d'émotions que j'ai envie de te faire ressentir à toi spectateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la mise en scène de l'horreur pour susciter le plus possible viscéralement ces émotions-là». Mais je fais pas un film d'horreur. Pour moi, le film ne veut pas être un film d'horreur en tant que tel, comme il est vendu sur TikTok comme étant le film d'horreur. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est un film qui utilise la mise en scène de l'horreur pour servir ses émotions et pour servir son discours. Ce qui, pour moi, est pas pareil. Mais alors ça voudrait dire que est-ce que le fait est aussi que, il décide à ce moment-là que le point de vue soit celui du tueur, Mm. participe aussi à la construction? Je pense par exemple à un film, avec qui j'ai discuté, récemment avec notre ami, Cinefals. On a fait une Mm. émission spéciale autour de ce film. Le film, c'est Une violente nature. Ah Tu as bah dû oui, certainement tout à voir, fait. et qui est un Oui. film, qui a la particul enfin, il a plein de particularités, mais il y en a une qui est pour toi et moi, nous, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés de questions de cinéma. En fait, le film, c'est à un seul point de vue, pratiquement, c'est le point de vue du tueur, Et du et tueur c'est un film, monolithique en plus, qui a rien à dire, qui est juste un monolithe qui avance et qui voilà, tue. voilà, qui avance, et pendant plus d'1 heure 20, 25, bah, ça, c'est autre chose. Allez voir, la vidéo de Cinefals quand elle sera publiée, donc on parle, et donc est-ce que Ah, c'est ça? Je voulais là où je voulais en venir, c'est là. Est-ce que le fait est que cette dernière partie, comme tu le dis très bien, n'est pas uniquement, qu'un simple objet horrifique, mais que derrière cela, il y a aussi le fait est que c'est lui maintenant qui tient la caméra, c'est le point de vue du tueur. Est-ce que ça participe à la construction? À savoir que non, c'est pas un moment horrifique, c'est autre chose. oui, bah, oui, peut-être tu as tout dit en fait, c'est ça. Pour moi, ce truc, ce moment-là Mmh. fait alors c'est en même temps, c'est le seul moment où le film, va travailler, si je puis dire, un élément de mise en scène, très évident, qui est un plan subjectif comme on pourrait le voir chez, alors évidemment que tous les autres sont des plans subjectifs quand le copain de leur pote se balade dans la soirée, effectivement que c'est mais là, soudainement, en fait, on est dans quelque chose qui évidemment ramène à tout un tas de thrillers que je pense on pourrait aller pour aller sur Le Voyeur de Powell, par exemple, on pourrait convoquer ce qu'on trouve chez Argento, voilà, quand, dans Les Frissons de l'angoisse, et cetera, où on a cette idée de soit travailler le décadrage, soit travailler le plan subjectif pour factuellement ne pas montrer le visage du tueur et puis aussi pour épouser son regard, voir ce qu'il voit au moment où il tue.
ramener, je prends Le Voyeur, je pense que là-dessus, pour ça, c'est je pense, peut-être ce qu'il y a de plus démentiel en termes de questionnement et de travail sur le plan subjectif. Enfin, moi, je trouve personnellement, notamment sur la première séquence d'ouverture. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est ce truc-là. C'est-à-dire qu'il va utiliser un élément de genre très évident, en l'utilisant pour ce qu'il est, c'est-à-dire, voilà, je vais utiliser un plan subjectif du tueur qui va assassiner 2 de ses victimes. Globalement, on va dire dessus. Alors évidemment, il rompt un peu le truc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un plan subjectif, on est parfois beaucoup plus sur du décadrage parce que le caméscope qu'il a, il le pose de côté. D'ailleurs, il met en scène littéralement tout ce qui se passe. En fait, il y a des moments en fait où là où les caméras étaient plutôt en hauteur dans les 2 premières parties, là, elles sont très souvent au ras du sol. Très, très souvent, d'ailleurs, tous les 7 dernières minutes, c'est au ras du sol. Il fait comme l'antagoniste dans Dangerous Animals de Sean Tout à fait. Bird. Oui, mais totalement. Il met en scène la mort des uns et des autres. Et ouais, c'est assez intéressant tout ça. J'y avais pas pensé. J'avais absolument pas pensé à ça. Surtout qu'il y a les 7 dernières minutes, vraiment, il pose sa caméra. Il y a peut-être un truc entre les deux quand même. Mais même quand il va chercher Amy, au début, on le voit rentrer en trombe. En plus, l'image, là, pour le coup, on joue sur quelque chose qui, je pense aussi, touche beaucoup Internet parce que ce type si on extirpe vraiment les 20 dernières minutes, qu'on les prend toutes seules et qu'on les upload sur YouTube telles quelles, si je puis dire, sans faire de corrélation avec le film, il existe plein de chaînes qui font popper ce genre de vidéos aléatoires avec un mec qui tient une caméra, qui suit des gens, qui fait semblant, et ça crée des web-séries, ça crée des ARG, ça crée tout un tas de choses. Et c'est des choses qui questionnent beaucoup de youtubeurs, de vidéastes qui s'intéressent justement à toutes ces étrangetés en fait sur Internet, où finalement on se rend compte qu'au bout de 50 c'est peut-être beaucoup, au bout de 20 vidéos comme ça, on est sur une web série, ou on est sur un ARG, il y a des trucs cachés dans le timecode de la vidéo, etc. Il y a plein de trucs. Là, il y a ce truc-là, tu le postes tel quel, c'est une vidéo creepy, si je puis dire, entre grosses guillemets, qui peut devenir complètement virale. Donc je comprends la viralité de ces 20 dernières minutes, parce qu'en tant que tel, ça pourrait être une étrangeté que tu trouves sur une chaîne YouTube obscure, qui fait semblant qu'un tueur aurait enlevé quelqu'un et qu'il aurait posté la vidéo sur Internet. C'est comme ça qu'a fonctionné beaucoup au Poughkeepsie Tapes à une époque aussi. C'est que ces vidéos, tout le monde se questionne, le frisson de se dire est-ce que c'est vrai ou pas. Et je trouve que ce truc-là, voilà, le moment où pourquoi je parle de ça, je ne sais plus. Oui, le moment où il arrive. C'est exactement ce que l'on voit dans le dernier film de. Pardon, oui, j'ai pris. Clown in Confidential, je crois. Il y a un moment, il y a un groupe comme ça je sais pas si tu l'as vu. C'est le J'ai pas vu, non. Mince, est-ce que c'est Clown in Confidential? Ah non, pardon. Clown in Corfield. La nuit des clowns, là. Non, La nuit des clowns. Oui, c'est exactement ça en fait, parce que tu as dans le film un moment un groupe de jeunes qui aiment bien refaire, filmer, écrire, faire des web-séries, et ça se connecte avec le film de 2011. Le film annonce pas mal de choses quand même, ce Megan is Missing, je crois. Mais je trouve qu'esthétiquement, il y a des trucs, mais c'est hyper bluffant en fait, tout en effectivement, indéniablement que le projet Blair Witch derrière, des choses comme ça évidemment qui l'ont nourri aussi, très certainement. Mais cette dernière partie, ouais, j'adore moi le fait que, alors j'adore, autant que ça met mal à l'aise, j'adore parce que je trouve que ça fonctionne très bien en fait. C'est dès quand il va chercher Amy qui est dans sa cage parce qu'il les a enfermés dans 2 trucs différents, dans son antre. Puis il y a vraiment cette idée d'aller explorer en fait le truc aussi. Je trouve ça très intéressant, cette descente progressive. Le film aussi est construit comme une descente et on se retrouve progressivement là où au début elles sont toutes les deux. Évidemment, elles ont chacune leurs faiblesses, leurs fêlures, leurs difficultés. Mais plus on avance, plus c'est sombre, plus on descend dans les couches jusqu'à arriver vraiment dans ce sous-sol, littéralement un sous-sol de l'enfer quasiment. On est vraiment en dessous même. Et tout est filmé en bas en fait. C'est ça qui est hyper étonnant. Je trouve que cette idée de montrer ce que comment il s'appelle, Robin Hood appelle le Return of the Repress, donc d'aller chercher ce qui se passe dessous, et de là pour le coup littéralement poser la caméra au ras du sol, et même au passage quand à la fin il l'enterre, la caméra, le personnage d'Amy se retrouve même en dessous de la caméra littéralement, puisqu'il creuse un trou pour la foutre dessous, à tel point elle est dessous même la caméra ne peut pas la capter parce qu'elle est, voilà, pour le coup elle est dans un trou. Je trouve qu'il y a un truc en fait où le tueur met vraiment en scène ce truc-là. Et bon, Michael Goy le fait aussi par ce prisme-là, mais c'est super intéressant de voir ce truc-là. Je veux dire, la séquence du viol, parce qu'il faut en parler, je pense qu'elle est quand même très forte aussi. Elle fonctionne aussi parce qu'elle est mise en scène de manière très intelligente, pour le coup d'absolument pas complaisante. J'avais parlé il n'y a pas très longtemps de ça avec Julien, avec Jules Melon, on avait parlé du film de Serge Leroy, La Traque. Je pense aussi à The Nightingale de Jennifer Kent. Il y a un peu ce truc-là en fait d'aller filmer simplement le visage du personnage.
et de travailler justement de ne pas montrer le reste, d'être vraiment concentré sur elle. Dans le film de Serge Leroy, il y a ça aussi, hein, quand je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'actrice, c'est terrible parce qu'elle est incroyable dans la traque. C'est terrible, ça va me revenir, c'est horrible. Mais la séquence où elle subit l'agression, elle est globalement, on a un gros plan sur son visage, un gros plan sur son visage. Il y a toutes les mains en fait qui viennent, et comme si le cadre était son dernier Oui. espace de sûreté, et qu'il y avait quand même des mains qui venaient rentrer, qui lui. Le cadre la protège. Le cadre, c'est l'endroit où dans une certaine mesure, où il y a dissociation, et donc elle dissocie. Et à ce moment-là, en fait, c'est le seul endroit où elle a encore cet espace, si je puis dire. Et les mains viennent contaminer, viennent grappiller, c'est de rentrer à l'intérieur, etc. Et là, pour le coup, je trouve un peu la même chose aussi. On a juste sur un gros plan sur le visage d'Amy, c'est tout. Et on voit en fait toutes les étapes, la souffrance, et puis jusqu'à la dissociation totale, jusqu'à la réification littérale de son corps, en fait, où elle a complètement quitté son corps, en fait, elle a complètement dissocié, et elle n'est plus qu'un objet à ce moment-là pour supporter le truc. Et je trouve que cette séquence, encore une fois, est admirablement. Mimsy Farmer. Mimsy Farmer, c'est ça, tout à fait. Qui est incroyable dans le film. Et pareil, cette séquence qui est finalement elle est assez proche. Alors, c'est pas du tout la même mise en scène parce que c'est pas un plan fixe dans la track, mais là, c'est vraiment un plan fixe très long. Et là, pour le coup, il joue sur la durée, il joue sur l'idée d'essayer de créer identité entre temps vécu et temps perçu pour donner cette impression, enfin, ce qui n'est pas une impression de longueur. Et c'est lourd, c'est un calvaire à regarder, mais c'est pas complaisant. La seule chose effectivement qui va, c'est son regard à elle. L'actrice qui joue Amy est incroyable, vraiment, elle est vraiment incroyable. Et donc on voit toutes les étapes en fait, encore une fois, de ce qui se passe dans sa tête, et on voit son corps progressivement littéralement se réifier. Et on a effectivement ce plan final qui, je trouve, est peut-être encore une fois, c'est toujours ces trucs-là. Les plans les plus durs du film sont des plans sur des mains, et je trouve que ce plan qui rentre avec, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, une tache de sang en fait sur la main, suffit en fait à témoigner de l'atrocité de ce que le personnage est en train de vivre. C'est juste une goutte de sang, c'est la seule goutte de sang du film à proprement parler, et elle est extrêmement puissante. Alors il y a la photo de Meghan. Mais c'est du sang qui provient de quelqu'un qui est encore en vie. Voilà, c'est ça. Sans vouloir rentrer dans les détails. Tout à fait. C'est ceux qui ont compris. Il y a quelque chose de... Et puis le film se termine non pas... alors, après avoir essuyé 22 minutes horrifiques extrêmement terrifiantes, le film ne se termine pas sur ça. Le film se termine comme il a commencé, c'est-à-dire sur ces deux... si je ne me trompe pas, sur Meghan et Amy vivantes pour le coup. Oui. Et alors, il y a deux questions. Qu'est-ce qui fait, selon toi, le désir de Michael Goy de terminer, je vais lâcher le mot, sur une forme d'espoir? Si tant est, c'est le mot approprié. Tu peux me contredire. Mais moi, j'ai toujours perçu une forme d'espoir de montrer ces deux personnes vivantes. Et puis, deuxièmement, là, c'est une question un peu c'est plus de l'ordre. Là, c'est le journaliste qui te pose la question, ça n'est plus le critique de cinéma. Comment tu peux expliquer qu'un film, et on l'a démontré, surtout toi d'ailleurs, pendant 1h22, qu'il y a quand même un désir de poser totalement des questions de cinéma. Comment tu peux comprendre, comment tu peux expliquer que ce film n'a pas eu peut-être le cheminement vers une salle de cinéma, vers des salles de cinéma, comme il pouvait peut-être le mériter? J'en sais rien. Il est très particulier quand même. L'histoire de ce film est très particulière. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vu encore, ce film, mais c'est une espèce de secret un peu gardé, même s'il y a eu comme ça quand même pas mal de choses par rapport à TikTok. Donc, première question, le rapport à l'espoir, si tant est, c'est de l'espoir. Comment tu peux l'expliquer ça? À savoir, on les retrouve à la fin, vivantes. Et deuxièmement, tout simplement l'accueil de ce film, et pourquoi le chemin a été dur pour ce film. Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, je trouve qu'il y a de l'espoir dans le film. Parce que je trouve que le film n'est pas... Parce on pourrait considérer que le film est un réquisitoire contre les réseaux sociaux et contre tout ça. Et moi, en fait, je trouve que le film est beaucoup plus ambigu ou beaucoup plus ambivalent. C'est-à-dire que je pense qu'il montre à la fois que les réseaux sociaux déréalisent les relations interpersonnelles,
effectivement, jusqu'à en arriver à ce truc-là, à ce point d'orgue où finalement, cette déréalisation s'accompagne d'une réification du corps, en fait, littérale au bout d'un moment, en fait, donc toute la conséquence ultime de tout ça va amener à ça. Mais en même temps, paradoxalement, je trouve que ce qu'il dit, en fait, des réseaux sociaux, c'est que c'est dans une certaine mesure, c'est ce qui permet aussi à ces 2 jeunes filles de garder le contact. Et en fait, je trouve que globalement, il y a beaucoup de choses qu'elles ne se disent pas en face, mais que les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, les contacts qu'elles vont avoir soit par téléphone, etc., enfin par visio pour le coup, vont leur permettre de dire justement si je puis dire comment dire, l'interstice ou le tampon que permet de donner en fait le fait d'être à distance tout en étant proche. En fait, je trouve ces 2 personnages se retrouvent à travers ça, en fait, mine de rien. Leur amitié, elle existe aussi à travers ces réseaux sociaux et finalement, elle est vraie, leur relation. Même si ça déréalise, c'est-à-dire que la relation entre Megan et Josh et entre Amy et Josh, elle est complètement factice, alors, est-ce qu'elle l'est pour elle? Pas forcément, puisqu'à la base, elles y croient en tous les cas, mais on se rend compte qu'à terme, objectivement, elle n'existe pas, cette relation. Elle est juste, c'est un truc abject c'est une sorte de perversion du réseau social et de son utilité. Mais par contre, leur relation, elle existe. Et c'est voilà, pour répondre à ta question derrière, c'est de dire, ouais, moi, je trouve que l'espoir en tant que tel, il est là parce que finalement, ce que te montre le film, pour moi, à la fin, quand même, malgré tout, c'est que ces 2 gamines-là, leur relation, elle existe, qu'elles ont une parenthèse toutes les 2, que ce qu'elles ont vécu, elles l'ont vécu, malgré la tragédie. Ces espaces de liberté, ces espaces de discussion, ces espaces justement de relation avec autrui, il est présent et que cette histoire d'amitié, inconditionnelle encore une fois, elle est là. Et elle a été ces espaces de liberté qu'a eu Meghan, ces espaces de bonheur qu'a pu avoir Meghan, elle les a eus à travers ça aussi. Alors est-ce que c'est pour dire que finalement, malgré tout ce qui s'est passé, c'est un peu triste aussi de dire ça, c'est un peu désespéré de se dire qu'elles ont vécu ça, mais bon, il y a la tragédie, mais bon, il y a quand même ça, mine de rien. Est-ce qu'il fallait qu'elles vivent cette atrocité-là pour vivre tout ce qui précède? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a quand même ce truc-là où on termine sur ces 2 gamines qui discutent, qui sont des gamines, on remet vraiment à leur place d'enfants, enfin de très de jeunes filles, et de futures peut-être de futures jeunes femmes, mais on les remet vraiment dans ces trucs de 2 gamines qui sont en train de discuter dans leur chambre de choses anodines, de manière naïve, innocente. Après toute l'atrocité qu'on vient de se prendre pendant 20 minutes, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que il y a les 20 minutes. Dedans, il y a quand même 7 minutes de plan fixe, puis 3 minutes de plan fixe. J'ai calculé en visionnant, je me suis dit, je vais revérifier. Il y a 7 minutes de plan fixe où on voit le personnage de Josh creuser un trou et qu'on entend Amy le supplier enfermé dans un bidon avec le cadavre de Meghan qui est aussi avec elle avant qu'il la balance dans le fond du trou. Et ensuite, on a 3 minutes où on voit un autre plan fixe, donc de l'autre côté, qui est un contre-champ où on le voit l'enterrer progressivement et elle qui continue à supplier. Donc on a vraiment ce truc-là où on est arrivé vraiment, on a été jusqu'au fond, on a été dans les entrailles du mal, et soudainement on revient sur cette image de naïveté en fait. On a été dans la cruauté la plus sale, la plus dégueulasse du monde des adultes, mais il y a quand même cette innocence qui demeure, malgré tout, cette naïveté, cette innocence, cette candeur de l'enfance qui demeure. Et donc je trouve que finir sur cette note-là, parce qu'il aurait très bien pu finir sur ce truc-là où on termine, il enterre Amy, et noir et c'est terminé. Non, il n'a pas envie de faire ça. Il rajoute, c'est quand même pas anodin qu'il rajoute ça à la fin, et qu'il rajoute 2 gamines qui ne parlent, qui sont même plus on n'est plus du tout dans la narration en fait là pour le coup. Ce qu'elles racontent n'a rien à voir. Je crois que c'est la discussion. Elles discutent sur, est-ce que je dis peut-être que je dis une connerie, mais elles discutent sur qu'est-ce qu'elles voulaient faire plus tard. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus exactement de quoi elle parlait, mais en tout cas, c'était plutôt quelque chose Il me semble que c'est ça, et que ça m'avait mis une sorte d'amertume parce que elles ne le feront jamais. Mais en même temps, elles ont eu ce moment de discussion où elles ont déliré avec naïveté, innocence sur ce qui leur arriverait derrière. Et donc, je trouve ça très beau en même temps, en fait. C'est très, très bizarre, en fait, très curieux de. Je sais pas si c'est une note d'espoir absolu. Je trouve que cette fin, elle est ambivalente, la fin. Je dirais ambivalence quand même. Et par rapport à cet accueil, enfin, par rapport à comment dire, à la réception, sa réception, ce parcours de ce film qui a un parcours un peu atypique, qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, je sais pas du tout quelles sont les conditions de production parce que j'ai essayé de trouver des trucs à gauche à droite, j'ai pas trouvé grand chose. N'empêche que c'est un tout petit budget, donc est-ce qu'il avait les moyens d'être. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un film dont le réseau, on va dire le réseau internet n'était peut-être pas le seul réseau qui lui permettait de naître, si je puis dire, et de perdurer? Est-ce que c'est pas un film qui
qui a dans son essence, dans sa nature même, besoin de ce type de viralité. Parce que justement, il ne fait qu'en parler en réalité. Est-ce que c'est pas parfaitement enfin, c'est un film que j'aurais trouvé très étrange en salle. En fait, en y repensant, on parlait tout à l'heure de Unfriended de Levan Gabrietz. C'est un film moi, que j'ai pas vu en salle. Je l'ai vu sur mon petit écran d'ordinateur. Alors, ça doit être assez fascinant à voir en salle, hein, de te retrouver devant un écran de Mac et la première image, c'est juste un clic une souris qui va cliquer à gauche à droite. Ça va être assez fascinant à voir en salle, ce truc-là. Juste avoir du silence, un écran d'ordi et puis une souris qui se balade sur l'écran. Mais moi, ayant vu. Ouais, ça va être assez incroyable par contre. Et je trouve que par contre, là, le fait de le voir, moi je l'ai vu, les deux, je les ai vus sur un écran d'ordinateur et je trouve que sur un écran d'ordinateur, ça a un sens particulier. Je trouve que il y a une sorte de cohérence absolue entre, si je puis dire, le fond, la forme et je dirais le mode. Alors j'aime pas ce mot mal, mais le mode de consommation, le mode de contemplation, je préfère dans notre rapport qu'on a au cinéma, mais de consommation pour ceux qui ont peut-être un rapport plus consumériste et je ne juge pas du tout ce rapport-là. Mais je pense que cette cohérence-là, elle ajoute quelque chose. Je ne sais pas du tout pourquoi ça n'a pas trouvé le chemin des salles, parce que c'est peut-être un tout petit budget. Je ne sais pas s'il a une production qui a pu lui permettre de monter aisément et d'être distribué aisément. Ça, je ne sais pas trop. Par contre, voilà, moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense que c'est un film qui existe, qui continue d'exister, peut-être grâce à sa viralité. Paradoxalement, à ce que finalement, il dénonce dans une certaine mesure aussi. Je pense que ça lui va très bien parce qu'il y a une cohérence entre fond, forme et mode de consommation ou de contemplation, si je puis dire. Parfois, j'ai l'impression que le film est très gentil par rapport à ce que sont devenus les réseaux sociaux. Et puis surtout, mais alors, par rapport à ce que sont devenus les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie de passer pour un réactionnaire, dans le rapport à l'image, hein, surtout, c'est surtout par rapport à ça. Et d'ailleurs, je crois que vous avez toutes et tous compris pendant plus d'1h30 et 1h32, ce qui nous intéressait dans le film. C'est surtout ça, c'est le travail sur le rapport à la mise en scène, à l'image, par rapport au flux d'images. Le film est entièrement disponible, en tout cas sur internet, via la VOD, donc n'hésitez pas à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. On vous invite, mais je pense qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pendant 1h30 pour vous inciter à voir ce film un samedi soir, par exemple. Vraiment, c'est assez passionnant. Et avant de clore cette émission, est-ce que peut-être tu aurais envie de dire une dernière chose sur ce film, peut-être auquel je n'aurais peut-être pas forcément pensé? Il y avait juste un truc qui me venait en tête parce qu'on a discuté avec. Alors je fais juste une petite parenthèse, on a parlé avec Thierry de Pincin il y a quelques temps. Alors, je rappelle, Thierry de Oui. Pincin, qui a été quand même nommé 2 fois dans cette émission. Oui. Il est souvent venu sur la chaîne Microciné, mais quand même, je rappelle que Thierry de Pincin est critique de cinéma et directeur de publication pour le site internet On se fait un ciné. Je les salue toutes et tous. Et mais de même. Voilà. Et on discutait, c'est juste une toute petite parenthèse, je vais juste récupérer ce qu'il disait. Et enfin, je le cite, hein, je me permets vraiment de le citer. On parlait de Luc Besson, puisqu'il était en train de revoir, il revoyait Léon à un moment donné. Et moi, c'était au moment où je revoyais, pour le coup, pour cette émission, Megan is Missing. Et c'est un film, Léon, que je déteste profondément, pour tout un tas de raisons. Parce que je trouve que c'est déjà un très mauvais film d'action de base. Si on oublie vraiment le côté absolument dégueulasse du regard que Besson porte. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Thierry me disait ce truc-là, je dis pourquoi. Voilà. Il a mis des mots sur un truc que je n'arrivais pas, donc je me permets d'emprunter ces mots que je trouve très très justes. Il trouvait que ce qui est intéressant justement, c'est que le fait de montrer que Léon sexualise le personnage de Mathilda, en tous les cas qu'il y a une forme de sexualisation avec le personnage de Mathilda, c'est pas un problème en tant que tel. Si Besson le regarde en disant, voilà, en ayant un point de vue porté sur ce regard qu'il porte. Or, le problème dans Léon, c'est que c'est pas tant Léon qui regarde Mathilda que Besson qui regarde Nathalie Portman et qui la sexualise. Donc voilà comment il a exprimé les choses, et je trouve que c'est très très vrai, et c'est voilà, c'est peut-être très simple, mais enfin peut-être que ça paraît très simple peut-être à ceux qui nous écoutent, mais je trouve que c'est très très bien dit de cette manière-là. Et pour le coup, ça m'a fait rebondir puisque je revoyais Megan Vick, et je trouve, et je vais peut-être revenir à un truc, c'est peut-être ça boucle la boucle sur ce que je disais au début. Je trouve que le film justement de Michael Goy, on peut jamais lui suspecter ça, parce que c'est un film qui fait à merveille ce truc-là, où effectivement il part de la sexualisation du corps adolescent,
il en parle, mais il regarde ceux qui regardent le corps des adolescentes, des jeunes filles et qui les sexualisent. Et dans une certaine mesure, c'est même pas de certaine mesure, de manière très directe, il le condamne, ce regard porté sur. Et justement, ce que je trouve vachement intéressant, c'est ce truc-là, cette manière qu'il a de... Comme quoi on peut parler, on peut montrer, on peut dans une certaine mesure montrer des regards qui sexualisent ce corps-là, mais ce qui est important, c'est de les regarder pour pouvoir les confronter, ces regards. Et voilà, c'est juste cette petite parenthèse sur ce que disait Thierry. Je trouve que voilà, justement, Michael Goy ne tombe pas dans ce piège. Il est suffisamment intelligent pour justement garder ce propos, enfin conserver ce propos et confronter véritablement ces regards abjects sur le corps féminin et sur le corps des très jeunes filles, pour le coup. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça aussi, C'est mais extrêmement clair. voilà. C'est très très clair. Et tu sais, quand on commence à faire des recherches sur un film, voilà, on fait pas mal de recherches. Puis après, on se dit, bon, bah tiens, je vais terminer sur la page Wikipédia. Parfois, il y a peut-être des choses comme Ah ça. bah totalement. Alors, je dis qu'il ne faut absolument pas commencer par Wikipédia. Il faut peut-être terminer par Wikipédia. Ça, c'est très important. C'est le journaliste qui parle. Et j'avais vu un truc que je n'avais pas forcément vu ailleurs. Tu sais, à partir du moment où le film a eu une espèce de regain en 2020 grâce à TikTok, eh ben, Wikipédia dit Michael Goy a émis des avertissements publics aux spectateurs, notamment ne pas regarder le film seul, éviter de le regarder la nuit. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, éteindre immédiatement si l'alerte photo numéro 1 apparaît à l'écran. Ça, je n'ai pas très bien saisi. Mais là où je veux en venir, c'est que ça rejoint un peu finalement ta théorie, ou voire même l'élément factuel que tu proposes, c'est que il n'est pas dans le geste bessonien, Totalement. si on pouvait dire ça comme ça. Il manque d'air, parce que Bresson, lui, il avait un air qui ne manquait pas d'air, si je pouvais C'est dire très ainsi. très beau ce que tu dis. Voilà, mais en tout cas, je l'ai piqué à Jacques Rivette. Ouais, mais elle est très belle Rivette quand même. qui l'avait dit. Moi, tu sais, je suis très. J'adore rendre à César ce qui appartient à César. Jacques Rivette l'avait dit en 97. Et c'était très beau, je trouvais ça. Ah, c'est très très. Et c'est pour ça que je rends à César ce qui est César. Tout ce qui a été dit sur Besson et sur Léon, c'est Thierry. Et donc voilà, je le salue et je le remercie parce qu'il a mis des mots sur quelque chose que j'arrivais pas à mettre de mots. Ça peut paraître très simple encore une fois, mais moi j'arrivais pas à mettre des mots. C'était viscéralement un truc qui me tordait les boyaux à chaque fois que je voyais le film. Et donc voilà, je suis très très heureux. Je le remercie d'avoir mis des mots parce que ça a permis de faire sauter une soupape et puis ça a permis cette discussion ensuite sur Megan is Missing. Voilà. Megan is Missing, donc, de Michael Goy, qui est disponible sur les plateformes VOD. On vous invite vraiment à voir ou revoir ce film. N'hésitez pas à nous faire partager certains de vos commentaires. On y répondra, c'est assez important. Nous savons déjà les prochains films qui vont être traités dans la deuxième émission de cette saison 2. Mon cher Romain, tu les as choisis. Je te laisse teaser le numéro 2. Je pense qu'on a eu passer un merveilleux moment puisque je t'ai aiguillé sur Tetsuo et Tetsuo 2 de Shinya Tsukamoto qui sont un peu certainement mes films de chevet, donc je suis très curieux d'avoir. Tu as dû passer un moment délicieux. Ah, j'étais aux anges. Mais beaucoup de choses à dire, en tout cas. Et donc, cette émission, nous allons bientôt l'enregistrer. Elle arrivera prochainement. En tout cas, on vous tiendra au courant. Nous savons même déjà de quoi parlera le troisième épisode, mais ça, on se tait là-dessus. Mais en tout cas, mais cette fois-ci, c'est toi qui as proposé pour le troisième. Par contre, c'est intéressant. Exactement. Ouais. En tout cas, vous aurez compris que cette émission, elle existe, elle va exister et qu'elle va être régulière, comme disait Arletty à Louis Jouvet dans Hôtel du Nord. Voilà les digressions chez Microciné. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'est toujours un grand plaisir, Romain, de t'écouter parler de cinéma. C'est vraiment, vraiment un plaisir. Je rappelle dans le descriptif de cette vidéo le lien qui renvoie à sa chaîne YouTube, et c'est quelqu'un qui lui aussi est assez régulier dans ses propositions de questionnement de cinéma. Merci à toi. Merci à toi beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.